Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon début de semaine à vous tous et bienvenue au cœur de votre émission, le Grand Soir, ce rendez-vous du donner et du recevoir qui se veut un arrêt majeur sur les sujets qui font l'actualité au Cameroun. Et on va le dire sans embâche, l'actualité reste cet assassinat, ce crime crapuleux sur Martinez Zogo, l'homme des médias, qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive avec des rebondissements, alors qu'il faut dire que la mobilisation est toujours intense pour avoir la justice autour de ce crime. Les hommes traditionnels font également l'actualité après la sortie la semaine dernière d'un groupe de chefs traditionnels, notamment ceux de la Léquier, qui intimaient bien entendu l'ordre au président de la République d'apporter une justice claire et évidente à ce crime et surtout demander à ce que la dépouille soit acheminée du côté de Vormeka. Rebondissement, une autre voix de cette même Léquier s'élève pour présenter les excuses et demander bien entendu aux uns et aux autres de se calmer pendant que la justice fera son travail. On a envie de se demander pourquoi ce sont dissonants autour d'un sujet pourtant qui devait drainer la foule vers le même sens. On va en parler ce soir. On parlera également des sénatoriales puisque le deadline pour déposer les dossiers de candidature a donc été traversé ce week-end. Donc c'est désormais les différents partis politiques qui seront en lice dans cette compétition prévue le 12 mars prochain. On va essayer de jeter un coup d'œil ici et là pour voir véritablement les enjeux de cette élection. Mais avant, un petit bout de biscuit en début d'émission, cette nouvelle qui fait sourire peut-être mais qui inquiète un tout petit peu, la fermeture d'un établissement hospitalier ici même à Yaoundé pour incompétence. Comment réussit-on à ouvrir un centre hospitalier qui reçoit des malades depuis plusieurs années et qui subitement est fermé pour incompétence? Voilà ce que nous allons analyser en début d'émission. Je vous invite à vous installer confortablement le temps d'une respiration. On dit bonsoir au panel. 6 99 13 50 75, le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. N'hésitez pas, on fait bon usage tout au long de cette émission. Je le rappelle, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun est également disponible pour les amoureux des tabloïds. Peu importe votre position géographique, vous avez l'opportunité de donner votre avis tout au long de cette émission. Il est avec nous ce soir, Raphaël Ndoukou. Raphaël sera la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. C'est toujours un bonheur de l'avoir. Bienvenue, monsieur Ndoukou. Merci Rosalie, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à l'équipe technique qui vous accompagne, bonsoir à la famille de Martinez Zogo. Je voudrais ce soir, si vous me le permettez bien, de m'interroger sur une situation que nous avons vécue sur la route de Bolova, si vous voulez, la route de Mbamayou, le week-end dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est important que le ministre du Transport et les parlementaires puissent nous définir quels sont les types d'infractions qui doivent être retenus contre les usagers en route. Nous avons perdu à peu près une heure de temps l'autre jour pendant que la prévention routière était là, où on a interpellé notre bus disant que ce dernier avait, ou du moins le bus avait les vitres fumées et que ça faisait l'objet d'une contravention. Je crois qu'ils ont donné des montants un peu plus élevés là que je ne voulais pas relever ici. Il est donc question que, parce que le chauffeur était ignorant de cela, et nous-mêmes passagers, nous nous sommes dit, tant de bus que nous voyons en route tous les jours, ayant les vitres fumées, il est donc question que l'on éclaircit Donc, des vous usagers. avez été intercepté et sanctionné pour vitres fumées. Oui, ça dit que l'agence dans laquelle j'étais a été interpellée parce que je crois que presque tous les bus VIP au Cameroun. Très bien, vous faites bien de le relever parce que vous prenez souvent des bus au quotidien. Et donc, il est question donc que le ministre des Transports et toutes les autorités en charge de ces questions véritablement puissent établir, c'est-à-dire que nous dire quelles sont les infractions. Est-ce que les bus doivent ou non être fumés? Si ce n'est pas le cas, que l'on enlève les fumées, qu'on mette des vitres qui sont suffisamment transparents et que les usagers ne soient pas en train de perdre le temps. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le promoteur de cette agence-là a dû appeler en haut lieu et qu'après, parce qu'ils ont sauvé peut-être 4 ou 5 bus de la même agence, et donc ils ont appelé en haut lieu et on nous a libérés. Mais quelque chose comme une heure de temps après. Il est question de planifier ces choses-là. Il est question de dire aux Camerounais qu'est-ce qu'il y a eu de faire. Parce qu'on voit la quasi-totalité des grosses cylindrées. Je ne voulais pas parler de la Prado noire. Les grosses cylindrées ont des vitres fumées.
Donc, vraiment, il faut que cela soit clair. C'est quoi, on développe une phobie des vitres fumées maintenant? Oui, puisqu'on va vous dire qu'il faut payer peut-être 7500 par vitre fumée. Fois le nombre de vitres, c'est le montant à payer comme contravention là sur place. D'ailleurs, je m'interroge, lorsqu'il faille payer une contravention, il faut bien qu'il y ait un percepteur ou alors un receveur qui puisse sécuriser les recettes de l'État. Parce que je suppose que lorsqu'on reverse là, lorsqu'on paye là, c'est pour les reverser. Il est donc de bon ton d'amener un percepteur ou un receveur pendant des campagnes de prévention routière ou alors parce que je crois que ce n'est plus la prévention. C'est déjà aujourd'hui, nous sommes déjà passés à autre chose puisqu'il faut déjà la campagne de répression. D'accord. C'est vrai que ça a l'air d'amuser. Peut-être tout à l'heure, il aura l'occasion de dire un mot dessus. Le temps d'accueillir l'honorable Étienne Soman sur ce plateau. C'est toujours un bonheur de l'avoir. On le rappelle, c'est un ancien député de la Nation et il est militant cadre de l'Union des populations du Cameroun. Bonsoir, honorable. Bienvenue. Bonsoir. Permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs de Info TV, les UPCistes qui nous regardent. Je pense à eux, je pense qu'ils sont mobilisés à l'heure actuelle pour savoir comment est-ce que les élections sénatoriales vont se dérouler. Eux qui n'ont pas de conseillers municipaux parce qu'on nous a interdit de nous présenter aux élections. Mon collègue qui vient de parler, il me rappelle quelque chose. Il est en train de me dire que le pouvoir du RDPC n'est pas bien. Comment ça, il dit qu'il est en train de critiquer ça, mais il ne veut pas le critiquer. Bon, on va laisser. Bon, les vitres fumées, les vitres pas fumées. Si on veut commencer à interdire les voitures qui ont les vitres fumées, les 3/4 des grandes voitures, des grosses voitures, des gros cylindrés ont des vitres fumées. On ne peut pas seulement dire qu'on interdit les vitres fumées. Pour les cars et les gros cylindrés, on autorise les vitres fumées. Donc, si c'est mon collègue là, s'il est du RDPC, qu'il essaie de dire ça là-bas à la direction du RDPC, parce que ça veut dire que le RDPC gère mal un mauvais régime. Donc, moi, je pense pour ma part que les vitres fumées, ça ne peut pas être un problème. Parce que toutes les grosses voitures cylindrées ont des vitres fumées. Je n'interpelle pas le ministre des Transports, j'interpelle. Ça, c'est le système qui nous oblige. Ceci, sur un même problème, il y a au moins 3 décisions à prendre. Donc pour vous, si on interdit, qu'on interdise complètement... Les vitres fumées. Les vitres fumées, puisqu'elles sont interdites. Hein, je lis là que d'après le code camerounais de la route, disposer de vitres non transparentes ou fumées est une convention de 3e classe qui est punie d'une amende forfaitaire de 3600 francs CFA. 3600 et non 7000. Donc il y a eu l'arnaque au niveau du montant. Qu'on interdise. Mais apparemment, on n'a pas le droit de circuler avec les vitres fumées au Cameroun. C'est toujours un bonheur de fumer ce genre de choses. Hein. On aura sûrement l'occasion de débattre dessus. Pour ma part, je pense que ce n'est pas un problème. Je souhaite que nous ayons une bonne émission comme d'habitude et que nous puissions éclairer nos téléspectateurs. D'accord. Jean-Claude Fouda est avec nous ce soir. Il est journaliste à Info Télévision. On sourit tous à cette annonce puisque notre quotidien, c'est avec les vitres fumées. Et entendre dire que désormais on stoppe les bus sur la route à cause des vitres fumées, ça fait un peu sourire, mais c'est intéressant quand même que les Camerounais le sachent désormais. Et bienvenue Jean-Claude. Bonsoir Rosalie, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir tout aussi à mes copanélistes. J'espère tout simplement qu'on fera effectivement une belle émission. Dans tous les cas, à l'entame, mettez-moi des souris en coin avec cette annonce de vitres d'interdiction, pas interdiction. Mais dans tous les cas, je voudrais quand même à toutes fins utiles rappeler aux uns aux autres qu'effectivement, ces vitres sont interdites au Cameroun. À un certain moment, il était question de la menace qui pesait sur la sécurité au Cameroun, compte tenu de tout ce qui se passe du côté du Nozo et tout le reste. Et donc, les autorités avaient estimé en ce temps-là que les vitres fumées étaient de nature à masquer quelques dégâts, quelques obus, quelques armes et tout le reste. Mais sauf que réellement, un peu comme les sachets, les whisky en sachet, qui ont connu curieusement une prorogation jusqu'en 2026,
on ne sait pas exactement qu'est devenue cette loi d'interdiction des vitres fumées. Parce que quand on voit dans la rue, la majorité des grosses cylindrées et même, vous l'avez dit, des bus dits VIP ont des vitres fumées. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en emprunter il n'y a pas longtemps encore. C'était carrément des vitres fumées. Sauf que l'interpellation de monsieur, de mon compagnonniste, c'est assez curieux quand même qu'il y a des voitures qui passent et qu'on fasse une focalisation sur un bus de transport. Un bus ou du moins des bus d'une agence précise, effectivement. Cela appelle quand même un certain nombre d'interrogations. Et en même temps aussi, les lois en réalité empêchent parfois par ce qu'ils appellent très souvent la tolérance administrative, qui en réalité pour moi est un machin qu'on brandit comme ça quand on n'arrive pas à justifier un certain nombre de choses sur le plan légal. Mais il me semble quand même que quand on a fait une loi, au lieu de procéder rapidement, mais alors à la répression systématique, il faudrait quand même qu'on puisse prendre beaucoup plus de recul dans la sensibilisation pour que les uns et les autres comprennent qu'en réalité, qu'on comprenne le bien fondé. Le bien fondé, justement. Surtout que je suis convaincu que beaucoup de personnes ne sont même pas au courant. Beaucoup ne sont pas au courant, effectivement. Peut-être parce que nous sommes, c'est notre domaine, on rassure quand même les uns et les autres que ça a été interdit, effectivement, depuis un certain temps. Et ils ont justifié, mais sauf que on a prononcé cela, on l'a dit, mais on n'a pas suffisamment communiqué là. La preuve, c'est que quand vous allez dans la rue, la mienne même a des vitres fumées. Voilà. Donc, monsieur, vous êtes hors la loi. Voilà. Vous avez un véhicule qui a des vitres fumées. On a l'impression que c'est la fameuse tolérance administrative qui continue quand même de nous donner la possibilité de rouler avec des vitres fumées. De toutes les façons, on a compris, on ne doit pas rouler avec les vitres fumées, mais avant de nous taper sur les doigts, organiser une campagne de sensibilisation très intense, tant sur le plan médiatique qu'en hors média, avec des banderoles, pourquoi pas, pour que les uns et les autres soient véritablement informés, même si on a l'habitude de dire que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes et qu'il faille que chacun maîtrise la loi. Mais on sait également que la culture de la lecture n'est pas la chose la mieux partagée au Cameroun. Donc, beaucoup de personnes trouvent que les vitres fumées, ça fait VIP, ça fait classe, ça fait discret. Et pour nous qui aimons la discrétion, quand tu es dans ta voiture avec tes vitres fumées, tu es tranquille, on ne te reconnaît pas partout pour huer ton nom et tout le reste. Donc, beaucoup de personnes ont des raisons comme celle-là pour justifier pourquoi elles roulent en voiture aux vitres fumées. Bon, maintenant, retenez que c'est interdit par la loi camerounaise. Alors, on va éclaircir tout ça et éviter de se faire interpeller. Mais sauf que vous allez, si vous permettez, que ceux-là qui interdits sont généralement jugés partis parce que ce sont les premiers d'ailleurs à mettre ces vitres fumées-là. Et donc, du coup, on dit l'exemple de Nao. Voilà, tu l'as dit. On va donc s'intéresser, si vous le voulez bien, à présent. Je rappelle que, en principe, on attend toujours Majesté Alphonse Atebandoumou sur ce plateau. Les chefs traditionnels ont beaucoup du mal à s'exprimer sur le sujet que nous allons aborder tout à l'heure. Allons donc comprendre pourquoi. Peut-être tout à l'heure, de celui qui a d'ailleurs pondu cette annonce. Ah, j'étais déjà en train de vouloir l'étrangler. Il fait son entrée dans ce studio. Je le disais tantôt, ils ont beaucoup du mal à s'exprimer sur la question. On va en parler dans quelques minutes. Le temps pour nous peut-être de déguster notre petit biscuit et de demander à la technique de veiller à installer Alphonse Atebandoumou sur son siège. Alors, on parle à présent de cet hôpital qui a été fermé. C'est ici même à Yaoundé, au niveau du quartier Siméon. Je vais peut-être donner le nom de l'hôpital. Pour ceux qui nous suivent, il est important qu'ils n'aillent pas s'engouffrer encore dans ce centre hospitalier, même si on va questionner la fermeture pour incompétence. Il s'agit de l'hôpital Marie-Huisse de Siméon, qui est donc situé dans le district de Foulane de la capitale Yaoundé. Le délégué régional de la santé publique du centre a donc instruit la fermeture de cet hôpital depuis le 24 janvier dernier. Le motif justifiant cette sanction porte sur la mauvaise qualité des soins offerts aux patients. Donc, pour lui, il trouve qu'on ne prend pas bien soin des patients de ce côté-là. Donc, jusqu'à nouvel avis, toute activité de soins de santé pour motif de prendre soin des Camerounais interdit de ce côté-là. Ils n'ont plus le droit. On va souligner quand même qu'au Cameroun, bien d'hôpitaux publics
ont des patients qui se plaignent de ne pas être bien suivis. On peut même en citer ici, peut-être on le fera avec le temps dans nos discussions. Mais voilà un établissement privé qui aujourd'hui, Raphaël, est fermé pour incompétence. Donc tout un hôpital. Ils sont tous incompétents dans cet hôpital. On a envie de se demander là où ils recrutent les médecins et les infirmiers, si c'est toujours dans le même système sanitaire du Cameroun où ils vont piocher en l'air avant de se faire traiter d'incompétents après plusieurs années d'existence. J'avoue que c'est trop gênant d'entendre cela, mais comme c'est une réalité, vous venez de lire l'action qu'a menée le délégué régional en charge des questions de santé. Et lorsque on entend cela, on a même donc peur. On a peur. Pourquoi on a peur? Parce que on se dit que lorsqu'on ouvre une clinique ou alors un centre de santé, au préalable, on a déjà reçu les dossiers, j'ai envie de dire techniques, et qu'il y a une commission qui s'assoit pour diagnostiquer, pour travailler sur le dossier que le promoteur a fourni. Et en ce moment-là, on donne l'autorisation, après avoir inspecté les lieux où l'hôpital, le lieu qui va habiter l'hôpital. Lorsque tout cela est fait, et puis maintenant, il n'est pas exclu que de temps en temps, les autres services déconcentrés procèdent à la vérification, si vous voulez. C'est justement à la suite d'une descente inopinée dans ce centre hospitalier que cette décision a été prise. Oui, mais commençons d'abord par la base. C'est-à-dire que promoteur X a ouvert ce centre de santé avec pour médecin, je ne sais pas trop, généraliste, laborantin, et ainsi de suite. Je crois que, sauf si je me trompe, je crois que tous ces éléments-là doivent être insérés dans le dossier. L'équipe type. Toute l'équipe qui va fonctionner dans l'hôpital. Maintenant, on sait que dans l'hôpital, il y a des médecins qui peuvent venir consulter, comme ce que vous appelez dans votre jargon, les piges, je ne sais pas trop. Donc, ceux qui viennent là, qui ne sont pas en temps plein. Donc, et puis maintenant, est-ce que c'est à la suite d'un malade qui a été peut-être abusé ou un malade qui était décédé? Parce que c'est le cas. Des erreurs dans ce sens-là, on n'en trouve pas seulement dans les cliniques au Cameroun. C'est-à-dire que nous autres, on s'est abstenus de porter plainte à l'époque parce que ma femme maman est décédée du fait qu'elle était diabétique et qu'on lui avait injecté le glucosé. C'est dans un hôpital agréé à Yaoundé, dans les affaires de diabète, que je ne veux pas seulement donner le quartier, mais ceux qui savent que l'hôpital là est dans un quartier à Yaoundé. Bon, on nous a fait comprendre que comme la dame qui a injecté était d'expression anglaise, donc elle n'avait pas lu ce qui avait été écrit dans le cahier. Oui, elle est entrée dans le coma en ce moment-là, mais elle n'est pas morte de suite. Au point où un côté a été paralysé. Donc quand elle est décédée vraiment étant paralysée. Donc si on commence à suivre tous ces mauvais diagnostics dans notre pays, si on commence à suivre toutes ces erreurs-là, je crois que c'est pas seulement les cliniques. Il va falloir aller interroger même un certain nombre de spécialistes dans les hôpitaux publics. Alors, je crois qu'ici, on doit rentrer à la formation. À partir du moment où on a libéralisé, il faut simplement qu'on sache que dans telle école privée, on forme des Camerounais qui vont exercer dans tel ou tel domaine, dans le domaine de la santé. Et qu'on s'assure que les cours qui y sont dispensés, ces cours-là sont véritablement des cours où tout le monde peut se reconnaître. Donc, fermer est une chose. Mais est-ce que ça résout le problème? Si là, maintenant, c'est un malade qui s'est plaint, et où alors les contrôles, comme je viens de le dire, encore que, il faut se poser la question, ça risque d'être comme cette affaire de vide fumée. Pourquoi se focaliser sur cette clinique-là, avec l'ensemble des cliniques que nous avons au Cameroun, mal situées. C'est-à-dire que c'est à peine, même si le malade ne meurt pas psychologiquement, quand il arrive dans cette clinique. Parce que le malade peut se soigner lui-même à hauteur de 30-25%. Mais les installations même de l'hôpital peuvent aussi soigner le malade parce qu'il arrive là, il se sent à l'aise. Mais si on se rend bien compte que même le personnel que je viens d'évoquer tout à l'heure, même dans les hôpitaux, ce personnel-là n'est pas toujours accueillant comme on voit ailleurs, même dans les films. Et donc, on se rend bien compte que le délégué régional du centre et toute son équipe, ils ont le travail à faire à Yaoundé. Pour les centres de santé que nous voyons, nous tous. Pour des cliniques que nous voyons tous. Donc, si c'est un travail qui a commencé par cette clinique-là, il faut seulement que ce travail-là continue. Mais si c'est à telle chercheuse, on doit se poser des questions honorables. Marie Huys, désormais fermée pour incompétence, tout un centre hospitalier
où ne se rassemblent que les incompétents apparemment qui tuent les Camerounais. Pourtant, dans un environnement très propre, c'est assez surprenant. Mais bon, apparemment, le délégué de la santé, la déléguée départementale a jugé qu'il fallait fermer Marie Huys depuis le 24. La structure ne fonctionne pas. J'étais ici une fois dans une émission, j'ai dit que normalement, on devrait homogénéiser, merci beaucoup, les diplômes médicaux. Parce que il faudrait qu'on ait, comme dans les autres pays, des établissements administratifs, les écoles publiques qui forment les médecins. Mais cette fois-ci qu'on a diversifié, chacun va créer son collège, il forme les médecins. Qui nous dit qu'ils sont compétents? On devrait... On a d'ailleurs eu un recrutement ici où on cherchait les aides-soignants, on n'a rien eu. Moi, je pense qu'on devrait revenir à une école publique qui forme les médecins, qui forme les gens, les soignants. Parce que nous ne sommes pas sûrs des cours qui sont donnés dans ces établissements. Moi, je mets d'abord ça en cause. Je l'avais dit déjà ici dans une émission. Je pense qu'on devrait homogénéiser les formations dans des établissements publics. Les autres, on formé là-bas, mais le diplôme doit être le diplôme public. Oui, parce que sinon, parce que nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui est formé n'importe où à Tatampion, on vient nous dire qu'il est médecin. Bon, est-ce que Marie Huys a donc recruté seulement tous ceux qui étaient formés à Tatampion? En tout cas, nous ne pouvons pas savoir. Centre hospitalier. Nous ne savons pas savoir. Moi, je pense pour ma part. Avoir que des incompétents. Je pense pour ma part qu'on nous dise réellement qu'est-ce que cet hôpital a fait. Bon, il a fait certainement des choses qui ne sont pas autorisées, mais qu'on nous dise lesquelles. Moi, je pense que l'hôpital, on en a besoin. On a besoin des hôpitaux, même surtout c'est dommage que ce soit à Yaoundé. Si c'était dans les villages, je comprendrais que là-bas, les gens ont besoin d'être soignés. Mais ici, à Yaoundé, comme mon collègue a dit tout à l'heure, cet établissement a eu l'autorisation de fonctionner. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on l'autorise et subitement maintenant l'hôpital devient incompétent? Moi je ne comprends pas. Donc je pense pour ma part qu'on nous dise réellement qu'est-ce que les gens ont fait dans cet hôpital pour dire que c'est l'incompétence. Est-ce que ce n'est pas autre chose? That is the question. Jean-Claude. Oui. Marie Huys est fermée. Il est malade, renvoyé à la maison pour d'autres, allez vous battre ailleurs. Parce qu'ici, il n'y a que des incompétents. Mais il faut reconnaître quand même que Marie Huys en a soigné entre-temps. Alors qui n'était pas mort. Est-ce que c'est une erreur médicale qui leur coûte? Vous parlez des hôpitaux aujourd'hui. Moi, j'ai eu justement un cas d'erreur médicale qui m'a coûté un enfant. Mais personne n'est mort. On n'a pas fermé tout l'hôpital. Hein. Bon, Rosalie, disons que moi, je suis un peu très surpris déjà qu'on puisse fermer Marie Huys, cet hôpital-là, sur le millier qu'on peut d'ailleurs vérifier partout, qui sont carrément dans l'illégalité. Et qu'on en vienne à fermer tout simplement Marie Huys, il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Quand on voit la procédure pour qu'on puisse ouvrir un centre de santé, ça prend quand même du temps. Il me semble que après qu'il y ait vérification, après qu'on ait carrément donné des preuves, déjà la compétence pour celui qui porte le projet, il devrait être au moins de 5 ans. Et après qu'on ait effectivement rempli toutes ces conditions-là, on va déposer maintenant, à partir du délégué régional, on part de là, on va déposer dans la demande auprès du ministère. Il va falloir, il me semble, 90 jours pour qu'on puisse vérifier un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse ouvrir justement un hôpital qui a exercé pendant un certain temps et qu'on vienne carrément, je ne vais pas banaliser la note du délégué régional qui parle d'ailleurs d'incompétents. Il est dit dedans qu'il y avait des décès évitables. Il me semble quand même que... pour parler de façon triviale, peut-être que... Dans le jour où ils sont descendus, ils ont trouvé du coup beaucoup de cas de décès évitables. Il me semble que le promoteur ou la promotrice de Marie Huys n'a pas compris le langage qu'on lui parlait pour pouvoir répondre justement. Je vous dis qu'il y a des centres de santé, même dans mon propre quartier, où la dame est allée faire une formation de 2 semaines, elle est venue, elle a commencé à opérer. Ça, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Maintenant, pour revenir sur la formation dont parlait l'honorable tout à l'heure, il me semble qu'il n'y a pas forcément un problème de formation à la base. Parce qu'il y a encore un enseignant à la faculté de médecine à Douala
qui se plaint toujours sur les plateaux ces derniers temps, qu'il va dispenser ses cours, mais sauf que il a affaire justement aux étudiants qui ne sont jamais là. Par exemple. Ils ne sont jamais là, il est obligé de dispenser les cours. Mais curieusement, quand il faut faire des soutenants, les gars passent, ils ont des diplômes. Vous attendez quoi de ce type de diplôme, de doctorants là, du moins de docteurs qui ne vont jamais au cours parce qu'ils ont des parents qui sont haut placés et on ne peut jamais rien faire pour qu'ils se retrouvent. Il le dit et c'est encore, d'ailleurs on peut trouver ça dans les réseaux sociaux, il se plaint à chaque fois. Moi j'ai un camarade qui est le fils d'un ministre, que je vais taire son nom ici. Le jour que je le croise dans un hôpital, il était médecin-chef quelque part là-bas, dans la Mofoire. J'ai refusé que je me fasse traiter parce qu'il était d'abord cancre à l'école. Je comprends mal comment ce monsieur a pu devenir un médecin. Non, écoutez, il faudrait pas même qu'on se dise qu'il y a une génération spontanée. Quelqu'un qui a été cancre tout au long de sa vie et puis parce que son papa il est ministre, il devient curieusement médecin, on dit qu'il faudrait qu'il nous soigne. Non, je pense qu'il faut revoir un peu à la base réellement ce qui s'est passé. La loi ne devrait pas être là juste pour sanctionner de façon radicale. Est-ce qu'on a essayé d'encadrer? Du moins, je ne pense pas que Marie, lui, s'est levée un matin et puis, un peu comme les églises poussent, on a commencé à chantonner et c'est devenu une église ou un hôpital. Non, il me semble qu'ils ont quand même suivi au moins les préalables pour quand même arriver à ce niveau-là. Et donc, s'ils ont quand même respecté ce process, il aurait peut-être fallu qu'on encadre, au moins pour corriger justement qu'on suspende même pour quelques jours ou je sais pas moi quoi, le médecin qui est mis en cause, qu'on le radie, qu'on fasse quelque chose, mais de là à fermer carrément. Les dérapages, il y en a partout. Moi j'ai perdu un ancien patron du côté d'un hôpital assez reconnu quand même, pour une boutade qui est inqualifiable. Pour quelqu'un qui va pour qu'on lui fasse une opération au niveau de la cataracte, comment est-ce qu'on en vient à trouver la mort pendant qu'on est supposé avoir subi une opération de la vue. Une opération de la vue. C'était une cataracte. Comment on fait pour en arriver? On lui fait une anesthésie générale alors qu'on n'aurait pas dû faire une anesthésie générale. Un hôpital bien reconnu. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un hôpital public qu'on a dit ouais, ça passe? Et que Marie, malheureusement, se retrouve comme le parent pauvre et que c'est vrai, on n'encourage pas aussi ceux-là qui ne veulent pas respecter les règles, mais il faudrait quand même que, d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse quand même tenir compte d'une certaine jurisprudence pour que les uns et les autres puissent quand même trouver leur compte. Aussi. Parce que voyez-vous aussi, il y a beaucoup, de plus en plus, qui n'y sont pas par vocation, mais davantage par convocation. On est à la recherche de la pitance quotidienne et donc, il faut bien, à qui mieux qu'on trouve de quoi nourrir sa famille. Ah, tu l'as dit, hein, un Fouta dans tous les corps de métier aujourd'hui, la passion fout carrément le camp. Et c'est difficile de trouver encore les gens qui s'élèvent avec amour pour venir faire leur boulot. Il faut parfois les fouetter comme s'ils étaient obligés d'accepter ces boulots-là. Alphonse Atebandoumou, sire, comme vous aimez bien. Je veux bien le prononcer pour vous ce soir. Merci. En vous accueillant sur ce plateau, vous êtes un chef traditionnel. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir et de porter, pourquoi pas pour nous, le regard du chef traditionnel que peut-être nous n'avons pas, même si nous côtoyons la chefferie tous les jours. Être assis sur ce siège-là, c'est une autre connotation. Vous nous trouvez alors que nous parlions justement de ce sujet qui fait sourire, mais qui inquiète en même temps. Un établissement hospitalier qui se fait fermer pour incompétence en pleine capitale politique Yaoundé. Oui, je vous remercie pour cette question. Mais pour être totalement malhonnête envers vous, je vais peut-être enlever ma casquette de chef traditionnel pour vêtir celle d'encadreur des journalistes. Ouais. Et vous proposez que sur ce type de sujet délicat, vaut mieux nous donner du donné à voir, du donné à entendre, pour qu'on juge sur fait. Parce que ce que nous faisons là est dangereux. Okay. Si le haut fonctionnaire délégué a effectivement exécuté toutes les étapes d'un processus de fermeture, à savoir un avertissement, une mise en garde, un blâme, toutes sortes de choses, nous ne savons pas. Tout comme nous ne savons pas. Dans ce qu'il a écrit, il aurait détaillé tout ça. Il a dit qu'ils ont fait une descente inopinée et ils ont trouvé que l'environnement... Normalement, dans les usages administratifs, on ne peut pas sur une descente inopinée décider d'une fermeture. C'est justement ce qui fait parler. Alors, s'il y a descente inopinée, ça veut dire qu'il y a des antécédents. Ça veut dire qu'on est descendu probablement plusieurs fois à cet endroit. On a fait des mises en garde, des mises en demeure non suivies d'exécution. Ça peut justifier. Mais vous savez, nous sommes dans un état de droit. Ce monsieur a
droit à des recours. Il y a un tribunal administratif. Vous savez, un fonctionnaire, je parle des fonctionnaires, peut attaquer une décision gouvernementale qui l'accable injustement. Donc, ce promoteur peut encore s'en sortir. Et s'en sortir. Donc, ce promoteur d'hôpital a parfaitement le droit, s'il est établi qu'il a été abusé dans son juste droit d'exercer. On me dit souvent, n'est-ce pas, que comparaison n'est pas raison. Il ne va pas dire que parce que les autres ont fait, moi si j'ai fait, non. S'il prouve que la décision du délégué est un abus, il peut parfaitement rentrer dans son droit. Dans mon humble avis, humblement, comme confrère, je proposerais que sur ce type de sujet, qu'on aille enquêter pour savoir davantage ce qui s'est passé. Comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui a motivé la décision, au-delà du texte que nous avons sous les yeux. Aller sur le terrain pour savoir quels sont les griefs retenus. Nous, on est descendu, on a trouvé que l'environnement était bien par rapport à d'autres hôpitaux où on est rentré également. C'était présentable, c'était propre. On n'a pas compris le côté environnement qui n'était pas propice à accueillir les malades. On s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose que nous, on n'a pas comme information et qui n'a pas été rendu certainement, public. Vous savez qu'il y a par cela. Et quand il y a des non-dits quelque part, on suppose que, comme il le disait M. Fouda, peut-être il y a une entente tacite qui n'est pas passée. Il y a, au-delà de l'entente tacite, ça peut être ça, mais un environnement physique propre ou propice à un établissement hospitalier. Justement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'environnement purement technique. C'est les équipements. Bien sûr. Est-ce que les équipements sont compatibles avec les exigences du métier? Nous n'en savons, enfin, moi je n'en sais rien. Je me dis, il aurait été bien que ce délégué s'en explique davantage. C'est de que ça qu'il s'agit. Le promoteur de cet établissement hospitalier ait également droit à la parole. Parce que s'il y a un abus, nous devons le dénoncer comme abus. Parce qu'on n'a pas abusé d'un citoyen, même si l'auteur partagé ne l'annule pas. Mais que ce gars-là ait droit à se défendre, qu'on justifie et qu'on motive la décision de fermeture. C'est justement, je reste avec vous, monsieur épouse ce qu'on appelle la carte sanitaire. On ne l'installe pas au hasard. On l'installe à un endroit précis parce qu'il répond aux besoins de cet environnement. Quand on le ferme, on pénalise les personnes de cet environnement. Et ça peut coûter toutes sortes de choses qu'on peut imaginer. Donc, je vous proposerai pour une prochaine émission, peut-être qu'on voit davantage qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là, que cela serve de leçon aux autres promoteurs qui pourraient du jour au lendemain se retrouver dans cette situation. C'est justement ce qui nous intéresse à spéculer dessus. On a plusieurs centres hospitaliers à Yaoundé, je suis sûr que vous également, vous voyez, qui ne mériteraient même pas le titre de centre hospitalier, même pas celui d'Égique, mais qui fonctionnent et qui accueillent les malades tous les jours. Pourquoi on ne ferme pas tout cela pour aller fermer un établissement qui ne serait-ce qu'apparemment... Parce que la notion de tolérance administrative est une volonté publique. C'est une volonté, c'est une option publique majeure. Tolérance administrative, pas seulement dans votre métier, dans tous les autres. Non, pourquoi pas? Nous ne pouvons pas parler de tête chercheuse pour un établissement sur 1000. C'est pour ça qu'il est intéressant de savoir au nom de quoi celui-là spécifiquement a pu justifier le courroux extrême. C'est ça qui est intéressant parce que la tolérance administrative s'appliquant à tout le monde. Pourquoi et tout le monde en bénéficiant. Pourquoi lui? Ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose que lui-même ne peut pas dire. Vous savez, dans cette affaire-là, il y a des choses que même le promoteur ne va pas pouvoir dire. Vous avez le choix. Pas en termes d'entente, mais en termes de faute. La faute rédhibitoire qui lui vaut la fermeture, il peut ne pas avoir envie de la prononcer de sa sainte bouche parce que ça là pourrait pénaliser la suite de sa carrière dans ce métier. Donc, une belle enquête serait intéressante à cet endroit. Moi, je vais... Vous voulez réagir? Oui. Moi, je pense que c'est pas l'hôpital qu'on doit fermer. Ceux qui ont donné l'autorisation à cet hôpital d'ouvrir. Ça veut dire qu'ils n'ont rien vu, ils n'ont rien regardé. Ils ont donné l'autorisation d'ouverture. C'est comme vous voyez les gens qui font qui construisent sur les marigots, sur la route, ils ne respectent pas la distance autorisée par le ministère. Et ils construisent. Après, on vient dire que le gouvernement, pourquoi il vient casser cette maison? On a autorisé, il a émis le monsieur, il a un permis de bâtir. Donc moi je pense pour ma part qu'au lieu de nous dire qu'on ferme l'hôpital, on devrait fermer ceux qui ont donné l'autorisation à cet hôpital d'ouvrir. Mais bien entendu, parce que cet hôpital n'avait pas le droit d'ouvrir, c'est ce que nous dit le délégué. Il nous dit que cet hôpital n'avait pas le droit d'ouvrir, mais on l'a autorisé à ouvrir. Alors,
d'abord qu'on porte plainte à ces gens-là qui ont autorisé à ouvrir, et il y a eu des morts à cause de l'incompétence, s'il y a incompétence. Mais moi, je pense pour ma part qu'il y a autre chose. Qu'on nous dise pourquoi on a fermé cet hôpital. Absolument. Il faudrait que les langues se délient, parce que jusqu'ici, ils font comme s'ils se tiennent pas à la barbichette. Personne ne veut tout nous dire, mais chacun s'appuie sur le papier et les documents. Du coup, nous, on s'appuie aussi sur les documents, mais on reste sur notre faim parce qu'on est convaincu qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Ce qui se va se passer, c'est que on finira par nous dire. Un peu comme les sardines, Nono. Oui, parce que vous savez, que... Après le trait du marché, Nono est de retour. L'hôpital, c'est aussi... On peut réouvrir. Tout ce qui va dans le social, c'est le personnel qui travaille, qui a des familles à nourrir et tout et tout. Absolument. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'incompétence, c'est un individu qui est incompétent et non tout un hôpital. Ce qui fait donc que l'individu Ndougou, qui est incompétent, peut être radié du corps. Par exemple, de la médecine. Absolument. On dit peut-être la suspension est provisoire, sous réserve X ou Y chose. Ce que moi je voudrais également dire, Rosalie, est simple. Si c'est une commission qui a la charge de délivrer, si vous voulez, d'autoriser l'ouverture d'un hôpital. Il faut aussi que la commission redescende lorsqu'il y a des incongruités, que la commission statue pour dire que effectivement nous avons constaté que l'ouverture qu'on avait autorisée il y a 1 an ou 2 ans là, il y a eu des manquements sur le plan purement professionnel, sur le plan technique, etc. On peut nous le dire. Parce que ce que vous dites est réel. On voit des centres hospitaliers, si vous voulez, des centres de santé dans nos quartiers tous les jours. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il vaut mieux que, si c'est un début d'un travail, il faut bien que ce travail-là soit véritablement accentué sur le terrain. Parce que nous, on a vu à Douala là-bas comment on a fermé une clinique comme ça, que le ministre mettait là pour fermer. Mais quelques temps après, on a encore ouvert la dite clinique. Donc, il faut bien qu'on le dise, il ne faut pas aller tout d'un coup prendre une décision comme ça là, non sans tenir compte de l'impact. C'est comme un chauffeur qui va faire un accident de la circulation dans une agence, on ferme l'agence. On doit s'interroger qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on sait bien que, oui, parce qu'on sait bien que sur le plan du social, effectivement, il y a du personnel qui est dans la maison, qui travaille, etc. D'ailleurs, vous savez que la dernière fois qu'ils ont parlé de cette affaire de l'ordre, ils n'ont pas encore fini de faire des élections pour s'assurer sur ce genre de choses. L'ordre des médecins, il faut bien qu'ils arrivent vite. Voici un problème sur la table qui les concerne. Aussi. Bonsoir Rosalie, je voudrais témoigner en faveur de cet hôpital. Je viens d'être opérée dans cette formation sanitaire il y a 15 jours et je suis encore mes pansements. La raison évoquée ne tient pas debout. Remarquez que je ne dis pas que tout y baigne dans l'huile, mais la raison ne tient pas debout. C'est Zigli qui nous écrit ce soir. Pour lui, hein, il faut qu'on donne aussi la vraie raison. Tout le monde voudrait la véritable raison. Bonsoir, je suis Arnaud et Toundi. Des hôpitaux incompétents, il y en a à profusion dans la ville de Yaoundé. J'ai failli perdre ma dernière fille de 6 ans l'année dernière suite à un paludisme maltraité par une infirmière en service au centre de santé du quartier. Cette dernière a prescrit une surdose de perfusion très élevée qui a bloqué le fonctionnement des reins de ma fille, lui causant par là une insuffisance rénale. Voilà. Nous avons passé 1 mois au CHU en hospitalisation avec des dialyses à n'en point finir. Je me suis endettée au point où je rembourse encore ces dettes aujourd'hui. Vraiment trop de charlatans dans nos hôpitaux. Prions seulement. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs. Fermer un hôpital au Cameroun, ça ne doit pas nous surprendre. Je m'explique. Je suis Camerounais. Non, le Camerounais a perdu la notion de méritocratie. On a la capacité d'acheter les diplômes. Voilà les conséquences. C'est Paul qui nous écrit depuis Bolova. Ce pays va bientôt exploser à cette allure. Hein. Lorsqu'on voit comment les gens qui nous dirigent prennent des décisions à dormir debout, on a envie de se demander où est-ce qu'on va réellement. De toutes les façons, peut-être ce monsieur a refusé d'entrer dans leurs affaires de magico-anal et aujourd'hui, on ferme sa structure. Sébastien. Toi, alors, ta tête est partie là où aucun d'entre nous n'a visualisé. Hein. Nous, on était encore à penser au pot de vin. Que toi, tu es allé très, très loin. Toi, tu as vu là où on ne voyait pas. Voilà, Ndougou et ses amis du R
dans une forme de diversion systémique du partillon alimentaire à vivre l'insécurité de l'horreur. Je salue mon frère et ami Majesté de Pumvogada, où nous avions grandi. Ce centre hospitalier, y compris ceux du public, sont à l'image des écoles clandestines qui foisonnent dans nos quartiers, où quand le médecin passe, le malade trépasse. J'ai perdu mon voisin non loin de chez moi dans un centre sanitaire public du fait d'absence d'oxygène. Pourquoi empêcher le commun des mortels de fuir le docteur du Carrefour? C'est ma soeur Thomas qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie, s'il te plaît, c'est quoi l'ADN? Acide désoxyribonucléique. Là, on est dans la génétique. Je ne sais pas si je dois te faire un cours. La carte d'identité, la carte d'identité génétique d'un individu. Quand tu vas lui dire carte d'identité génétique, il va comprendre. Je sais. Il ne va pas comprendre. Il faut y aller terre à terre pour lui expliquer. Sur le net. Oui, pourquoi pas. Peut-être la solution. Allez sur le net, tapez ADN. Je pense que ça va vous aider. Je n'ai pas le temps matériel. J'aurais pris tout mon temps pour vous expliquer. J'aime beaucoup parler de santé. Les hôpitaux du Cameroun n'ont pas la compétence pour faire ce test. Si oui, quelle est sa place autour d'une enquête? Aurel de Messamena qui nous écrit. On fait déjà les tests d'ADN au Cameroun. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter par rapport à un voyage hors du pays. Il fallait valider que ma fille était ma fille. Donc du coup, on a expérimenté cette affaire d'ADN. On en fait déjà au Cameroun, mais c'est pas partout. Il y a des points spécialisés où on en fait. Donc si vous avez besoin, là vous m'écrivez à Nof, parce que je ne vais pas faire la publicité de cette structure ici en direct. Et dis donc qu'elle a posé la question à la bonne personne. Vous avez la bonne connaissance. Oui. Cette personne ne s'est pas trompée. Allez, bonsoir Rosalie. Ce qui est sûr, c'est que ce pays va en vrille. On ne comprend plus rien. On ferme tout un hôpital, peu importe la raison, on ne peut pas fermer tout un hôpital. Il faut nous expliquer ce qui s'y passe. Bonsoir madame. J'ai eu mon amputation. On commence par le début. J'ai eu mon amputation de ma jambe droite il y a de cela 3 ans. Au moment où je vous écris, je souffre encore car j'ai été chassée après 10 jours. Motif, je devais sortir à la suite. Ma plaie a été infectée au quartier et j'ai eu une autre amputation ailleurs. C'est un lieu de trafic de médecins. C'est Clément depuis une Coteng qui dit que pour lui les hôpitaux aujourd'hui c'est un lieu de trafic. Ah là là, mauvaise image de nos hôpitaux aux yeux des Camerounais, c'est pas bon du tout. Bonsoir à toi Rosalie au panel. L'affaire si les gars nous sortent un joker en disant après test ADN que le corps en question n'est pas... Ah, lui il est déjà sur Martinez Zogo. N'est pas celui de mon frère Martinez Zogo. Nous allons faire comment? Et Martial Masson. Martial Masson, peut-être vous nous prévenez déjà de ce qui est en train d'être tramé. Parce que ce qui est bien avec vous au Cameroun, c'est ça. Dès que vous commencez à écrire quelque chose. Bonsoir. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. C'est un bonheur de vous regarder. Vous êtes magnifique. Ah, d'accord. Regardez-moi, chérie. Merci beaucoup. Allez, c'est notre mise en bouche qui aura été peut-être un peu plus croustillante qu'on ne le pensait, mais c'est une information sur laquelle nous reviendrons bien entendu au fur et à mesure que les informations seront mises à disposition. J'ai dit mise à disposition parce que le tout n'est pas d'y aller. Il faudrait déjà qu'on accepte d'ouvrir la boîte à Pandore et qu'on puisse fouiner à l'intérieur. Mais pour l'instant, on se limite aux notes officielles qui ont été rendues publiques et ces notes disent que Marie-Louise est officiellement fermée. Même si la dernière fois que j'ai fait un tour, on ouvrait encore la porte par derrière. Bon, on va poursuivre cette émission. Je ne voulais trahir personne, mais il faut quand même le dire. Si on doit fermer, fermons complètement. Rosalie, ce qu'on devrait aussi quand même admettre, c'est qu'en réalité, beaucoup réussissent parfois aussi à avoir des autorisations quand même par téléphone. Oui, c'est comme le permis, on le faisait avant, voilà. C'est un peu moins aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui se rendent compte qu'en réalité ils se sont trompés, c'est un aveu d'incompétence. Ils n'ont pas vu le dossier passer parce qu'ils se sont peut-être contentés du téléphone et puis on a décidé d'ouvrir. Aujourd'hui, c'est pas évident qu'ils admettent qu'ils ont donné l'autorisation parce que fermer suppose qu'il y a eu ouverture au départ. Et s'il y a eu ouverture, ça suppose quand même qu'il y a eu des préalables. Sinon,
ils n'ont pas eu l'occasion de faire des dessins. Ils n'ont pas fait leur boulot. D'accord. De toutes les façons, on reste sur cette affaire. On va passer à la prochaine thématique de cette émission, pour ne pas dire la première. On parle encore de l'assassinat de Martinez Zogo. Déjà une semaine que le Cameroun est en stand-by pour comprendre ce qui s'est passé et où est passé, j'allais dire, pourquoi il est mort de façon aussi tragique. Martinez Zogo, que cache cet assassinat? Des questions qui restent jusqu'ici sans réponse. On nous annonce que des enquêtes sont menées. On n'en a pas véritablement trace jusqu'à présent. Seulement, pour beaucoup, ils ont un peu respiré lorsqu'ils ont vu les chefs traditionnels de la Lekié faire une sortie avec beaucoup d'écho pour annoncer leur courroux et leur volonté de voir la justice faite au Cameroun autour de cet assassinat. Et puis, volte-face, il y a quelques heures, c'est mieux ainsi. On a une autre sortie, on va peut-être écouter cette fois-là la vidéo également, comme on l'a fait avec la première sortie. On va écouter la seconde sortie qui vient dire stop, on ne s'emballe pas, on ne va tuer personne. On attend quand même la justice. Communiqué, nous sous-signés, chefs traditionnels de la Lekié, réunis en concertation sur son invitation à la résidence du ministre Benoît Ndong-Soumet, élite de la Lekié, le 27 janvier 2023 à 17 h. Déclarons ce qui suit. Le 22 janvier 2023, le corps de notre fils, notre frère Martinez Zogo, enlevé dans des circonstances floues quelques jours auparavant, était découvert, violenté et mutilé. Dans un terrain vague dans l'arrondissement de Soie, face à la rare violence exercée sur ce corps désormais inerte, exprimant un acharnement sans mesure, nous nous sommes sentis interpellés comme chefs de communauté. Pour nous, c'est la Lekié qui était visée. La violence des faits a suscité en nous une si forte émotion qu'elle nous a fait tenir des propos qui ont manifestement dépassé notre noble et authentique pensée, notamment en ce qui concerne les accusations portées contre nos héroïques forces de sécurité et surtout notre très respectable chef de l'État, dont la bonne disposition d'esprit, l'attachement et la bienveillance vis-à-vis de la Lekié sont incontestablement incomparables. Avec le temps, nous avons pris conscience de nos dérives, de nos excès. Aussi, entendons-nous présenter à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, nos plus profonds et sincères excuses pour les excès dont nous nous sommes rendus coupables à son endroit. Nous lui réitérons tout notre soutien, un soutien de tout temps, un soutien jamais démenti depuis que nous nous sommes résolument alignés derrière lui. Nos excuses s'étendent à toute la Lekié dont nous avons certainement heurté la conscience collective ainsi qu'à toute la nation camerounaise qui a pu être choquée par le caractère excessif de notre réaction. Pour autant, nous continuons à demander que les coupables de cette odieuse ignominie soient traqués, pourchassés, arrêtés et sévèrement sanctionnés conformément à nos lois. L'exemple voudra pour tous ceux qui pourront être tentés dans l'avenir de s'attaquer à la Lekié en tant que communauté. Fait à Yaoundé le 27 janvier 2023. On signé. Voilà. Peut-être pour ceux qui n'ont pas très bien écouté Majesté lire son document,
On va l'aider en refaisant la lecture sur le plateau du Grand Soir. De ce fait, vous pourrez mieux comprendre la quintessence de ce discours, un tout petit peu en contradiction avec la première sortie qui a été faite sur le lieu du crime, ici même à Yaoundé, on va dire peut-être dans la vallée des Soies. Nous, sous-signés, chefs traditionnels de la Léquié, réunis en concertation sur son invitation à la résidence du ministre Benoît Ndonsoumet, élite de la Léquié le 27 janvier 2023 à 17h, déclarons ce qui suit. Le 22 janvier 2023, le corps de notre fils, notre frère Martinez Zogo, enlevé dans des circonstances troubles quelques jours auparavant, était découvert violenté et mutilé dans un terrain vague dans l'arrondissement de Soie. Face à la rare violence exercée sur ce corps désormais inerte, exprimant un acharnement sans mesure, nous nous sommes sentis interpellés comme chefs de communauté. Pour nous, c'est la Léquié qui était visée. La violence des faits a suscité en nous une si forte émotion qu'elle nous a fait tenir des propos qui ont manifestement dépassé notre noble et authentique pensée. Notamment en ce qui concerne les accusations portées contre notre héroïque force de sécurité et surtout notre très respectable chef de l'État, dont la bonne disposition d'esprit, l'attachement et la bienveillance vis-à-vis de la Léquié sont incontestablement incomparables. Avec le temps, nous avons pris conscience de nos dérives, de nos excès. Aussi entendons-nous présenter à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, nos plus profondes et sincères excuses pour les excès dont nous nous sommes rendus coupables à son endroit. Nous lui réitérons tout notre soutien, un soutien de tout temps, un soutien jamais démenti depuis que nous nous sommes résolument alignés derrière lui. Nos excuses s'étendent à toute la Léquié, dont nous avons certainement heurté la conscience collective, ainsi qu'à toute, vous savez, c'est sur deux feuilles, qu'à toute la nation camerounaise qui a pu être choquée par le caractère excessif de notre déclaration. Pour autant, nous continuons à demander que les coupables de cette odieuse ignominie soient traqués, pourchassés, arrêtés et sévèrement sanctionnés conformément à nos lois. L'exemple vaudra pour tous ceux qui pourront être tentés dans l'avenir de s'attaquer à la Léquié en tant que communauté. Fait donc à Yaoundé le 27 janvier 2023. Bon, moi aussi je vais m'arrêter à 11 signés, puisque les noms sont alignés par la suite. Là, je démarre avec vous, Sir Alphonse Tebandoumou. Première impression, un même corps, une même famille, une autorité qui dit et dédie, ça peut sonner désagréablement à l'oreille du commun des mortels, qui jusqu'ici accorde à l'autorité traditionnelle une part belle, peu importe la zone où on se trouve, même là où aujourd'hui on a un tout petit peu déshabillé le chef, on continue encore de lui accorder beaucoup de respect. Est-ce qu'un chef dit, c'est dédié aussi? Oui, il est incontestable que sur certains rapports de l'éthique sociale, de l'éthique chefale, de l'éthique communautaire, cette démarche qui consiste à dire et puis à se dédire peut embarrasser à tout le moins et finalement projeter sur l'institution chefale un flou, un trouble dont on n'avait pas particulièrement besoin en ce moment. Je voudrais simplement vous prier d'accepter de comprendre un peu le contexte. Souvent, quand les chefs font deuil au village, ils ne consultent pas l'association des chefs pour réagir. On gère d'abord un deuil à l'échelle privée, à l'échelle familiale, à l'échelle de proximité, avant de voir. Les deux mouvements que vous observez dans la réaction des chefs montre le changement d'échelle entre un deuil privé géré à l'échelle familiale par une communauté familiale offensée, heurtée, blessée dans son amour, et le même deuil réapproprié à une échelle plus communautaire pour dire
que Zogo n'était plus réductible à une famille. C'était une personnalité publique dont le destin a le don effectivement d'interpeller l'ensemble de la communauté nationale. Donc, il n'y a pas fondamentalement contradiction. Il y a une meilleure appropriation, une meilleure prise en compte des enjeux liés, parce qu'au-delà de l'individu Zogo qui est parti, il y a un problème global de sécurité publique. Donc, si je comprends bien, je suis avec vous. Le premier groupe, ils étaient sur le coup de l'émotion, c'était leur fils, c'était vrai, c'était leur ressenti. Et ceux qui viennent parler aujourd'hui, ils se sont appropriés mieux de l'affaire. Ce que je souhaite que vous compreniez, c'est que souvent, quand vous avez votre deuil chez vous, on ne peut pas vous empêcher de pleurer. Mais simplement, si j'arrive et que je vous dis, ma fille, calmez-vous, ça cesse d'être votre affaire, ça devient une douleur partagée et souvent vous allez m'écouter. Je ne souhaite pas qu'on retienne de cette affaire que les chefs se sont contredits. C'est ce malaise que je ne souhaite pas retenir de cette affaire. Les chefs ne sont pas contredits. En fait, dans le chef, il y a le père, il y a le frère, il y a l'ami, il y a une carcasse humaine qui peut souffrir, qui peut pleurer, qui peut saigner. Mais il y a et ensuite... qui peut aussi se faire diriger. Il y a ensuite une institution qui reprend la mesure de son image, de son rôle social au-delà des individus privés. Et c'est à ce deuxième niveau que se situe la deuxième intervention. La famille nucléaire avait le droit de réagir, j'en connais qui auraient fait pire que cela. Maintenant, il est normal que comme institution de médiation, l'institution de médiation locale et communautaire, qu'on ne cède pas aux émotions privées pour prendre la pleine mesure de notre rôle lorsqu'arrive ce cas, même si ça avait été votre fils. Quand vous êtes chef, après l'avoir pleuré à la maison, à un moment donné, vous prenez votre rôle à sa pleine mesure en tant que médiateur de paix, médiateur de sécurité, médiateur d'apaisement, médiateur de concorde communautaire pour dire attention, le chef ne met pas le feu. D'accord. J'ai une dernière question avant de permettre aux autres de s'exprimer. Vous êtes autorité et on tue votre fils de cette manière. Vous viendrez apaiser, adoucir. C'est pour ça que je voulais dire de faire attention à comprendre que à un moment donné, sous le chef, il y a le père, il y a le frère, il y a l'ami qui a le droit de saigner et de souffrir. Mais après cela, il y a l'institution de médiation communautaire qui retrouve sa juste place. Donc, si c'était votre cas, vous viendrez secondement dire que soutien est effectible au président de la République. Ce n'est pas le soutien qu'il faut retenir. Mais c'est tout ce discours, c'est tout le contenu du discours. C'est l'appel au respect des institutions qui ont pris ce dossier en main et qu'il faut attendre pour avoir les résultats. Parce que si on cède à la meute qui hurle, à la vengeance, à des règlements de compte non documentés, nous pourrions nous retrouver dans des traditions corses de vendetta pour la plus grande perte de tous. L'État, qui commence par le chef traditionnel, ne peut pas céder à une dérive qui pourrait déboucher sur des règlements de compte anarchiques et incontrôlés, parce que la meute a crié. Justement, le propre de l'autorité chefale, c'est que quand on crie, le chef s'abstient. Le chef s'abstient parce qu'il doit entendre tous les cris. D'accord. Pour pouvoir arbitrer. D'accord. Si on est en phase, Monsieur Raphaël Ndougou, nous on ne doit même plus parler. Parce que si les parents, la famille est si compréhensive et a décidé de s'asseoir tranquillement, d'envoyer son soutien à qui de droit et d'attendre que tout soit fait, pourquoi nous on devrait encore s'indigner? On devrait comprendre que c'est normal qu'il soit mort ainsi et on devrait tous se coucher et dormir. Étant un fils de la forêt, Rosalie, je veux manger cette sauce parce que les archers de ma mère sont dedans. Et Martinez qui meurt, je ne suis pas souvent un champion de la Bible, mais je voudrais que ceux qui lisent la Bible nous disent ce que le sort qui a été réservé aux gens qui ont joué, tiré au sort des habits de Jésus qui s'appelle sa mort. Parce que il s'agit d'un assassinat d'un Camerounais, d'un Eton, d'un petit, tout ce que vous voulez, d'un Camerounais. C'est un assassinat. Et on ne saurait jouer avec
cela. Dans nos us et coutumes, quand vous jouez avec la mort, elle rentre chez vous. On ne peut pas faire le procès de la chefferie traditionnelle là maintenant. Mais ce qui s'est passé là, c'est qu'on vient de suivre là. C'est tout, sauf de la tradition. Lorsque ces chefs ont fait la sortie dans un groupe WhatsApp, ainsi, on a fait des débats. J'ai dit aux gens que ce que vous voyez là, c'est du cinéma. Lorsque la tradition veut prendre le dessus, au Cameroun, elle prend. C'est pour cette raison-là que certains vont vous dire que c'est à l'ouest, sud-ouest, nord-ouest et le grand nord, où les chefs sont respectés. Ici, les chefs sont respectés. Parce que le chef impose son respect. Il y a également une autre décision qui a cours là, entre le chef traditionnel et ce qu'on appelle chez nous le zonglois. C'est-à-dire que le patriarche. Les gens veulent créer la zizanie dessus alors que ça n'existe pas. J'ai salué le chef traditionnel du 3e degré qui a fait une sortie dans un groupe WhatsApp ce matin. Charles Yélin, Sa Majesté, il a fait une sortie pour dire aux gens non, ne cherchons pas à créer de la zizanie là où il n'y en a pas. Parce que certains estiment que si c'était les patriarches qui avaient fait ça, les gens avaient pensé ça au sérieux. Mais pour d'autres, on dit non, ce sont les chefs qui sont corrompus, comme ils ont regardé les salaires à la fin du mois. Ressentons les choses aujourd'hui. Auxiliaire de l'administration, même si ce n'est pas là l'objet de notre mais justement, débat, ce n'est pas l'objet. On n'est pas là pour remettre en question la chefferie, qu'elle soit bonne ou non. On questionne leur sortie par rapport au décès de Martinez Zogo. Très bien. Et c'est là où se situe notre débat. Très bien. On a un monsieur qui est couché de façon gravissime, qui a subi des sévices incroyables, et nous sommes encore en Afrique, et la tradition, c'est quelque chose qui compte, qu'on le veuille ou non. Et lorsqu'on a ce type de jeu de ping-pong avec des appels à campagne électorale radicalement, on a envie de questionner donc l'impact qu'a encore désormais les sorties de nos autorités traditionnelles. On n'est pas dans la polémique d'un bombok et tout, qui est un bombok, qui est quoi, non, c'est pas notre problème. On a des autorités qui sont sorties, on y a cru. Tout le monde d'ailleurs a commenté en disant « Ah, si finalement la tradition se joint au combat, ça veut dire que on est debout tous, on doit aller de l'avant. » Et le lendemain, patatras, on fait une réunion chez le ministre, on sort, on a un nouveau discours. Excusez le commun des mortels qui trouvait que Martinez Zogo a été violemment assassiné et que sa justice doit être faite. On a envie de se demander si ça en vaut encore la peine. Lorsque votre ventre décide de dire qu'il faut s'arrêter, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête ou on continue à demander justice? On doit demander justice, Rosalie. Et nous disons ici simplement que le jeu que certains, dans lequel certains veulent se livrer, ils prendront à leur dépens. On ne s'amuse pas lorsque un être humain est couché, surtout dans ces conditions-là. Même dans la tradition, vous blaguez avec ça, vous êtes frappés. Parce que tout à l'heure, vous avez suivi, on vous dit, sur l'invitation de celui-ci dont le ministre Ndonsoumet, quand on dit aussi qui avait amené ces chefs-là au lieu où on allait jeter le corps de Martinez. Vous voyez donc à ce niveau-là, c'est pour ça que je vous ai dit, ceux qui ont tiré au sort les habits que Jésus portait, quel est le sort qui les avait été réservé? C'est le sort qui sera réservé à ceux qui s'amusent avec le corps de Martinez, avec l'âme de Martinez. Il se trouve quand même que lorsqu'il y a une situation comme celle-ci, et que les gens veulent véritablement, parce que je crois que certains ont voulu instrumentaliser les chefs là, aller parler comme ça, on va certainement vous appeler et tout et tout. On ne doit pas jouer avec ça. Il faut surtout pas. Il faut que l'on reste calme et que lorsqu'on demande justice, et si on veut même nous l'envoyer à notre tradition une fois de plus, à ce que nous appelons chez nous le retour à l'envoyeur, on n'avait pas besoin de filmer, on n'avait pas besoin de faire un discours. Ce qui se passe dans ce genre de circonstances, parce que beaucoup ont pensé que non, c'est normal, comme il est mort par effusion de sang, c'est le taux, on ne fait pas le taux quand le corps est encore à la mort. Le taux se fait après enterrement. Et lorsque le taux se fait, ce n'est pas dans les conditions qu'ils ont fait là. C'est-à-dire que quand on s'assoit, quand on veut véritablement travailler, premièrement, il fallait que la famille de Martinez y soit, parce que c'est la communion, Rosalie. Lorsqu'on veut faire, même la sorcellerie, en sorcellerie, il faut bien qu'il y ait une communion entre tous les membres qui y participent. Parce que les gens prennent la sorcellerie à un degré qui est que le sorcier égale la mort, c'est faux. Quand vous êtes dans votre chambre avec votre époux, quand l'enfant naît là, vous croyez que vous avez fait quoi? C'est du mysticisme, c'est comme la sorcellerie. Alors lorsque vous êtes ensemble, pour que l'enfant là naît, il faut bien que vous soyez ensemble. Donc s'il n'y a pas de communion, entre toute la tradition de la famille nucléaire de Martinez, de son clan,
dans la Léké, avant de s'étendre sur la Léké, dans l'ensemble, il y a la famille nucléaire, il y a son clan, ainsi de suite. Ces gens-là étaient où? Pour qu'on nous dise qu'il y a un chef de telle communauté, tel autre chef de telle communauté, vous comprenez qu'il y a de la politique et puis il y a de la récupération que les gens veulent faire. Sous le prétexte qu'ils aiment Martinez, ils l'aiment où, ils l'aiment où? Ils ne l'aiment pas. Je crois qu'il faut revenir. Et vous avez vu le président des chefs traditionnels, je crois que le professeur Guy Chalanjoma a fait une sortie pour dire que non, ce n'est pas comment ça se passe. Et effectivement, ce n'est pas la démarche là. Parce qu'il est possible, et comme on sait que dans la Léké, il y a encore quelques personnes qui sont capables de faire des choses là-bas. Si on peut même vous dire que quand tel avait pris le pouvoir dans la nuit, c'est qui avait stoppé au niveau du pont de la Sanada. Ouais. Ce n'est pas la blague. Vous avez entendu quelqu'un dire qu'il était tout petit comme ça à l'école primaire à ça, qu'on allait chercher pour aller arrêter les dames qui sont venues du côté de la Manda. C'est des choses réelles de chez nous. Mais il ne faut pas qu'on dilue notre tradition avec ces choses que je vois là. Je crois qu'il y a lieu de se remettre en question. Actuellement, nous pleurons tous, nous demandons que justice soit faite. Maintenant, si la tradition veut prendre corps avec ce qui se passe, que ce soit véritablement avec un seul cœur. Et si c'est avec un seul cœur, dans la communion totale, vous verrez que ces gens qui ont fait ça, comment les pères ont fait? Quand on a tué les pères dans Bamayo, ces gens sont devenus fous, Rosalie. Ceux qui ont commandité l'assassinat de Monseigneur Bara, ils sont où? Non, il ne faut pas qu'on blague avec toute tradition. La tradition existe dans ce pays, et moi j'y crois et je la respecte. Il n'est pas question que les gens viennent s'amuser parce que on a entendu parler de l'argent à gauche et à droite. Il s'agit de l'âme de Martinez. Et si Martinez est décidé aujourd'hui, qu'on le veut ou non, c'est à cause de ces dénonciations. Et donc, nous devons dénoncer tous ceux qui veulent récupérer les obsèques, quelle que soit la manière. Ils prendront à leur dépens, Rosalie. Oui, honorable. Nos chefs nous donnent du grain à moudre ce soir. On ne sait plus si on est dans la tradition, si on est dans un cinéma, si on est dans la politique, ou si on est dans le cas des récupérations au Cameroun. Parce que depuis quelques jours, c'est chacun qui va de son grain de films d'action du côté d'Amplitude FM. Quand cette affaire démarrait, on n'était pas très nombreux à y songer. Oui, oui. Maintenant, c'est comme un rendez-vous. C'est à qui va filmer, va faire sa petite photo pour dire que j'étais à Amplitude FM, j'ai signé le livre d'or. Il y en a même qui partent, disent qu'ils sont tombés évanouis. C'est aujourd'hui qu'ils viennent tomber évanouis. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai fini d'encaisser le choc. Depuis une semaine, j'ai même perdu la parole au début. Et aujourd'hui, où je commence à me sentir, il y a quelqu'un qui dit que c'est là où lui pas tombé évanoui à Amplitude. À un moment donné, voilà nos chefs traditionnels qui viennent encore nous démontrer que franchement, on ne sait plus à quel sens se vouer dans ce pays. Rosalie, permettez-moi d'abord de vous dire que nous ne sommes pas d'accord avec ces chefs. Bien sûr, vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous avez entendu son intervention. Oui, vous avez le droit. Il n'est pas de liste comme vous. Il nous a dit que... Pas d'accord. Parce que quand vous parlez là, moi, surtout, j'attire l'attention de mon collègue qui est en face de moi. C'est-à-dire que, vous avez entendu, il y a d'abord la famille qui a pleuré. Bon, c'est les pleurs de la famille. Et maintenant, il y a l'autorité qui vient pour donner l'orientation. Hein? C'est ce qu'il nous dit. Hein? Oui, donc maintenant, c'est ce qui est donné maintenant en deuxième lieu que nous devons écouter. Parce que la famille a parlé, parce que c'est l'émotion. Non, faites pas ça, chef. Faites pas ça, vous vous moquez de nous ou quoi? Tout ce que nous faisons sur cette terre nous rattrape. Tout ce que nous faisons sur cette terre, ça nous rattrape. Moi, je vais vous dire la position de l'UPC. Nous avons écrit, il y a un moment, aux autorités pour dire que les documents, les lettres des autorités sont partout sur terre, que c'est pas bien. C'est pas une bonne chose que les documents écrits par les autorités de notre pays ça traînent partout dans le pays et c'est pas bien. Nous avons écrit sur ça. Bon, nous pouvons dire maintenant que Zogo est mort. Non, Zogo a été assassiné. Merci beaucoup. Parce qu'elle est morte, c'est trop simple. Non, je préfère le terme d'assassinat. Oui. Je me suis trompé, c'est pas mon langage. Zogo n'est pas mort, il a été assassiné. Mais je pense pour ma part que les autorités administratives doivent mener l'enquête, qu'on aille jusqu'au bout pour savoir avec exactitude qu'est-ce qui a assassiné, pourquoi il a été assassiné, qu'est-ce qui est à l'origine de l'assassinat. Il faut qu'on arrive à ce niveau. Même si l'autorité administrative des chefs
a dit quoi que... Moi, c'est que l'autorité administrative des chefs me donne comme élément. C'est qu'il n'y a pas de fidélité dans notre pays. On n'est pas fidèle pour dire que moi, je suis attaché à ce monsieur. Il y a des gens qui sont morts dans ce pays pour rien. Et ils croyaient qu'ils mouraient pour notre pays, pour la lutte pour notre pays, mais ils sont morts pour rien. Personne n'est attaché à leur bataille. Quand on nous dit que maintenant, la famille a pleuré, la famille a pleuré. Alors maintenant, regardons l'autorité administrative. Non, ne vous moquez pas de nous, chef. L'autorité administrative dépasse la famille qui souffre dans leur chair. Moi, je pense pour ma part que ce que nous devons dire, c'est que la police mène l'enquête, qu'on mène l'enquête jusqu'au bout, que nous puissions savoir avec exactitude quels sont les gens qui ont assassiné Zogo, pourquoi ils l'ont assassiné, quels sont les motifs de l'assassinat. Moi, c'est ce que je pense qu'on peut dire. Et que cette enquête soit accélérée. Parce que cette enquête soit accélérée. Mais il arrive souvent en Europe, excusez-moi de prendre l'exemple, bien sûr, vous avez que les enquêtes durent des années. Mais quand on finit quand même par trouver la réalité dans ces enquêtes et les coupables sont punis. J'espère que dans notre pays, on le fera aussi, même si ça dure longtemps, qu'on finira par savoir quels sont les mobiles pour lesquels on a assassiné Zogo, et ceux qui l'ont assassiné seront connus et punis. Moi, c'est ce que je pense. Vous avez quelques cas de figure où vous avez eu les résultats depuis que vous êtes né au Cameroun. Vous êtes quand même le plus âgé sur ce plateau. Peut-être vous allez nous rassurer en nous donnant quelques exemples d'enquêtes qui ont abouti et après on a eu les noms. Au Cameroun. Je vais vous dire quelque chose. Mais là, vous m'avez posé une question à 0 francs. Puisque moi, j'ai pas vécu longtemps au Cameroun. J'ai vécu toute ma jeunesse en France. En Europe, je n'ai pas connu des enquêtes du Cameroun qui ont abouti. Mais je pense que la police camerounaise a des gens compétents. Elle peut mener ces enquêtes et arriver à des résultats. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens que certains groupes voulaient absolument abattre par l'assassinat de Zogo. Il y a des gens que certains groupes voulaient abattre par l'assassinat de Zogo. Et ils n'ont pas réussi parce que maintenant, la manière dont le jeune garçon, le jeune frère a été assassiné, ça sort de l'ordinaire. Donc, je n'ai pas d'exemple. Moi, j'ai pas. Mais j'ai vu en Europe que les enquêtes ont duré, mais on a fini par découvrir ceux qui ont assassiné. Les assassins ont été saisis et emprisonnés. D'accord. Je pense que ça arrivera aussi au niveau du Cameroun. Un jour. On souhaite. Bon, c'était encore en Europe. Oui. Bon, nous, pour l'instant, au Cameroun, on a fait ma petite expérience et ma petite enquête. Je ne connais pas encore des cas qui ont abouti. Donc, espérons que le cas Martinez sera le premier qui ouvrira une longue liste d'enquêtes qui voient le bout du tunnel au Cameroun, parce que jusqu'ici, on a encore beaucoup d'interrogations par rapport à certains cas d'assassinat aussi, et on espère toujours avoir des résultats qui ne tombent pas. Et ce cas, il est d'une violence extrême. Absolument. Et le traumatisme à un niveau où, pour une fois, on a une sorte d'indignation commune qu'on vit au Cameroun. Il faudrait véritablement que quelque chose soit fait, Jean-Claude Fouda. Alors, Et tout en pensant, vous avez le droit de réagir également sur nos chefs traditionnels. Non, je reste sur les chefs. D'ailleurs, je m'en voudrais de ne pas réagir là-dessus. Vous savez que le cas Martinez nous parle, premièrement d'abord à nous autres, parce que au moins, cela démontre à suffire que le métier que nous exerçons avec passion est véritablement un risque. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait l'aîné, Sa Majesté, j'avoue que c'est assez difficile. Il a lié de très belles phrases où j'imagine apaiser un peu les esprits. Mais les journalistes, oui, c'est vrai, il est aussi notre responsabilité de dire des choses d'une certaine façon. Mais je pense quand même que, au moins, la réaction des chefs, pour moi, me laisse au moins l'impression, ça peut être une impression que, véritablement, cela est symptomatique de ce que la mort est pratiquement devenue une industrie où chacun essaie de tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, il y en a qui font des fonds de commerce. Sur des corps, vous payez votre papa,
vous êtes au Cameroun, il y en a qui ont des professions, j'ai des frères qui sont en Europe, et donc on envoie des fonds. Vous constituez votre pactole pour un fonds de commerce. Il y en a qui se font de l'argent. Je pense quand même aussi que ceux qui tiennent des pompes funèbres, je ne sais pas la prière qu'ils font de ce côté-là, si c'est que les gens ne meurent pas, je ne sais pas comment ils vont vivre. Et le fait que les chefs aussi, quand même d'une manière ou d'une autre, essaient de tirer leur épingle du jeu, on peut essayer de le comprendre. C'est un peu, j'ai failli dire honteux. Mais il me semble quand même que si chefs se lèvent et vont du côté des Bogotois, il me semble qu'ils ont pris la pleine mesure de leur action et forcément ils vont représenter une communauté, sauf s'ils n'étaient pas lucides, en tout cas s'ils allaient de ce côté-là sans toutefois se rassurer de leurs gestes. Parce que quand Sa Majesté dit que oui, effectivement, sous le choc, on peut pleurer la famille à l'intérieur et puis la famille à l'extérieur. Non. La mort est là. En tout cas, l'assassinat est là et chacun réagit à sa manière. Il me semble que ce n'était pas au moment où le choc arrive, en tout cas dimanche matin, matin, que c'est là qu'ils ont réagi pour aller sur le terrain à Ebogo. Et donc, ils ont peut-être pris une sorte de recul pour macérer quand même une action avant d'aller de ce côté-là. S'ils l'ont fait quand même quelques temps après et pas subitement, c'est qu'ils ont pris le temps quand même. Et j'imagine que peut-être qu'ils ont pris l'ampleur, l'atmosphère de la communauté et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit faire? Visiblement, ils ne l'ont pas fait. Ce qui m'amène justement à faire une seconde lecture sur le fait que cela démontre tout aussi le fait qu'il n'y a pas d'homogénéité. En tout cas, ils n'ont pas... ils ne conjuguent pas des choses de la même manière. Ils n'ont pas de cohésion. Ils n'ont pas de cohésion, les chefs. Ils fonctionnent en rang dispersé. Ce qui me fait aussi penser qu'en réalité, il y a forcément ceux-là qui veulent aussi tirer leur épingle du jeu. Pourquoi est-ce que, après qu'on ait fait un premier jet, on se rétracte, on dit non, vraiment, on s'excuse, et que, curieusement, la réunion se trouve au niveau, dans la résidence d'un ministre qui plus est en fonction, qui est élite. Lui n'est pas chef en ce moment-là, il est élite. Est-ce qu'au départ, on n'a pas consulté l'élite, le ministre, avant d'aller sur le terrain? Et si on ne l'a pas fait, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Il faudrait peut-être qu'on se pose des bonnes questions à ce moment-là. Est-ce que l'élite a quelque chose à dire quand la tradition... Quand la tradition, effectivement, veut sévir. Autre chose, c'est que, vous savez, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Je ne pense pas qu'on aurait dû annoncer à tout le monde que, bon, voici ce qu'on va faire. Encore que ça a été mal fait, ça a été mal mené et mal mené. Non, quel est le chose qu'on va faire? Quelle est la tradition qu'on va aller faire de ce côté-là avec de l'eau minérale en tout cas? Quand on décide de faire la tradition, on n'appelle pas des caméras pour faire un certain nombre de choses. On le fait et on le fait dans des conditions, tout doit être réuni en réalité pour que cela puisse avoir un impact. Ils sont allés faire un jeu d'enfant et aujourd'hui il faudrait peut-être qu'ils assument. Il me semble que ils évitent des pieds en ce moment. Non, je pense qu'au départ ils auraient dû quand même prendre beaucoup de recul et faire valoir effectivement leur autorité, si tant est qu'elle existe encore. Mais moi, et l'impact aujourd'hui, donc, dans le combat qui est mené, le combat qui rassemble pour une fois tous les Camerounais qui veulent voir une justice visible, palpable et rapide être posée au Cameroun. Ces mouvements-là, finalement, ne sont pas pour aider la cause qui est menée en ce moment. Les sons sont dissonants, en tout cas, on ne peut plus. C'est pratiquement comme un nez en plein visage, comme une bosse qui apparaît en plein visage. Et c'est maladroitement qu'ils essayent un peu de se ramasser en tout cas. Du coup, il y a comme une sorte de perte de crédibilité. Raison pour laquelle beaucoup commencent par dire que, en tout cas chez les Bétis, chez les Bantous ici, le chef parfois, il fait l'objet de quelques banalisations. Ben, il continue à faire prospérer ce type de réflexion-là. Du coup, je sens quand même qu'ils sont mal à l'aise de pouvoir rectifier le tir. Mais ils peuvent peut-être encore le faire. Mais sauf qu'il faudrait que cette fois-là, justement, qu'on le fasse de la meilleure façon. Donc il y aura encore une troisième sortie que toi tu attends. Mais écoutez. Donc après 2, si toi tu ne pas dire. Cette fois-ci, on dit que oui, bon, vraiment, on s'excuse. Mais est-ce qu'on va donc laisser justement l'assassinat de Martinez, que cela ne puisse pas servir d'exemple un peu à l'image de ce que les hommes de l'Église ont fait. Et oui, il faudrait peut-être qu'il y ait une action, mais il me semble que ce n'est peut-être pas de cette manière-là qu'on aurait dû. Il y a quand même encore des gens qui sont assez puissants dans la l'équipe. Pourquoi est-ce qu'on devait les mettre de côté? Est-ce que ce n'est pas justement parce qu'on vise quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le fait de se rétracter subitement avec des éloges et
Donc vous avez l'impression que l'auxiliaire de l'administration a pris le pas sur l'homme tradition. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression, une forte impression que cette affaire devient assez politique. D'ailleurs, les élections arrivent en tout cas. Bien sûr. Oui, en fait, je crois que ce qu'on devrait pouvoir dire, parce que pour ne pas qu'on se méprenne, quand le décès de Zogo est annoncé dimanche dernier sur un plateau de l'un de vos confrères, je suis atterré, j'en perds la voix. Parce qu'aucune mort, pour le principe, n'est pardonnable. Qui plus est, dans les conditions de celles qu'on nous décrit, c'est inacceptable. Il faut commencer par là, pour ne pas qu'on se méprenne. On ne peut pas justifier la mort de Zogo par rien. Du point de vue de la raison, du point de vue de l'éthique sociale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais souligner, qui devrait transparaître de ma précédente intervention, c'est une mauvaise communication publique. C'est elle qui provoque le malaise dans lequel on s'embourbe. Dans un premier temps, on utilise abusivement le nom du chef de l'État dans un communiqué. On n'en avait pas besoin. Dans un deuxième temps, on se retrouve dans la résidence d'un membre du gouvernement. Ce qui transpire la manipulation, on n'en avait pas besoin. Dans un troisième temps, on s'excuse d'avoir perdu son fils. C'est malsain. Ça, c'est des points de vue, des éléments de langage. Mais fondamentalement, on aurait pu faire ce qui est en train de se faire, mais le faire bien. Et j'expliquais que ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on cesse d'être père, qu'on cesse d'être le frère, l'ami, le parent. Et pour cela, même Jésus a pleuré quand il a découvert le corps de Lazare, son ami. Donc, sur le plan humain, tout le monde peut pleurer, y compris le chef. C'est donc normal à un moment donné que les chefs se lèvent pour dire « pas ça, plus ça, pas avec nous ». Ça, c'est compréhensible. Et je comprends tout aussi bien les chefs qui leur disent ensuite « attention, chers collègues, chers frères, cette affaire-là a pris une ampleur telle que mobilisons-nous mieux pour coaliser, pour mutualiser de sorte à obtenir les meilleurs résultats. » Si vous suivez les deux communiqués, y compris le deuxième communiqué, on dit quoi? Quand on attend les résultats de l'enquête, quand on veut les résultats de l'enquête parce que c'est impardonnable, ça au moins c'est dit. On ne peut pas ne pas l'entendre parce que ça s'est passé chez M. Ndonsoumé, non. Ils le disent même étant chez Ndonsoumé que cette affaire-là mérite que tout soit mobilisé pour qu'on ait les résultats que cela appelle et que les sanctions suivent. Parce que c'est impardonnable. Ce qui est gênant, c'est que cette partie, c'est à la chute qu'ils mettent ça en une phrase. Mais nous continuons quand même à attendre que l'enquête soit effectuée. C'est pour ça qu'il dit que nous avons là un problème de mauvaise communication publique et finalement de mauvaise communication politique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que pour parvenir au même résultat, d'une appropriation communautaire du décès de Zogo, avec l'intention d'en faire un instrument de mobilisation communautaire, on aurait pu mieux écrire ce texte. On aurait pu mobiliser de meilleurs éléments de langage. On aurait pu le faire intervenir dans un environnement plus compatible, plus conciliant, tout au moins plus apaisant, plus conciliant. Autrement, je souhaite qu'on retienne de cette affaire que l'autorité cheval a vu son frère pleurer. Il l'a vu pleurer un peu comme les femmes pleurent souvent sur le coup de l'émotion. Elle enlève les habits. Et l'autre frère te dit, n'enlève pas les habits s'il te plaît, mets un pantalon, parce que cette affaire-là, nous allons la mener désormais ensemble, d'un cœur uni, dans une dynamique conjointe. Donc c'est comme ça que vous avez compris. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire que on a. Parce que avec ma petite intelligence qui est parfois très bête, j'ai pas compris. Quand une intelligence est bête, je ne sais pas comment elle fait cohabiter. C'est ça, en fait. Je ne sais d'ailleurs pas comment ça cohabite dans ma tête. C'est ça. Parce que vos beaux mots, on ne les a pas vus dans ce discours, hein. Non, on a vu des gens. Nous sommes dans l'analyse du discours. Oui, justement. On essaie d'analyser le discours. Je dis que. On a vu des gens dire qu'ils ont un soutien indéfectible, dans cette affaire, irremplaçable, éternel, c'est le lieu choisi. Devant le rideau, chez le ministre Ndonsoumé. Ce qui est embêtant dans cette affaire, c'est le lieu choisi pour son déroulement. Ce qui est embêtant dans ce texte, c'est
une utilisation abusive du nom du chef de l'État. C'est même tout le contenu. Ce qui est embêtant, c'est qu'à la fin, les gens s'excusent presque d'avoir perdu leur fils. Ça connote quelque chose de parfois malsain. Il s'excuse d'avoir pleuré, il s'excuse. À quel niveau donc vous voyez tout ce que vous êtes en train de dire, qu'ils sont venus soutenir ceux qui pleuraient avant pour leur dire ne pleurez plus, on est ensemble pour pleurer? C'est la partie là que j'essaie de comprendre. Dans l'élément, à quel endroit du discours dans l'élément d'appendice que vous notez vers la fin du discours, où ils disent nous attendons les éléments du discours. Je préfère m'en tenir à ça en considérant que c'est une mauvaise utilisation, enfin, c'est une mauvaise communication, c'est ça que j'enseigne. C'est-à-dire c'est un problème de communication. Ils ont mal communiqué au point que les éléments qu'ils ont essayé de mobiliser se retournent finalement contre eux. C'est une mauvaise communication. On peut donc penser que moi, je retiens que l'autorité traditionnelle de la Lekki, comme un seul homme, dénonce la mort de Zogo. Et s'en remet à l'autorité publique pour que tous les moyens de l'État soient mobilisés afin que justice soit faite à Zogo, à la Lekki et à l'ensemble des citoyens de ce pays qui ont 1000 raisons d'avoir peur. C'est ça que je retiens de ces deux interventions. Voilà, surtout que le soutien restait indéfectible, irremplaçable. Moi, j'ai entendu dans l'intervention du chef, c'est que les chefs traditionnels regrettent d'avoir pleuré à l'occasion de l'assassinat de Zogo. Il regrette donc, notre collègue attend, le chef attend une autre intervention où ils feront bien un bon texte qui va peut-être nous permettre de bien comprendre leur... Ce qu'il voulait dire qu'on n'a pas compris. Qu'on n'a pas bien compris. C'est à l'école sous l'arbre, comme le dit souvent. Moi, je pense qu'on comprend pas le chef, même quand il parle, il m'embrouille. Je ne comprends plus. Alors, il faut qu'il nous dise avec exactitude. Est-ce que vous-même, le chef, vous avez compris l'assassinat de Zogo par rapport à vos collègues chefs qui n'ont pas bien compris? L'assassinat de Zogo, toute l'autorité traditionnelle dénonce avec véhémence l'assassinat de Zogo. Bon. Toute l'autorité traditionnelle, la Lekki, dénonce avec véhémence l'assassinat de Zogo. J'ai ajouté que ce qu'il y a de détestable dans ce qui s'est passé, c'est le site choisi. C'est les éléments de langage mobilisés qui prêtent à équivoque. En fait, c'est tout le deuxième discours. Qui sont de nature à donner l'impression que le chef regrette d'avoir pleuré son fils. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est qu'une impression. C'est pas une impression, c'est ce que nous avons entendu. C'est ce que nous avons entendu. D'accord. Rosalie, nous sommes là, on parle de tradition et je vous ai dit que dans la tradition des archives de ma maison, on a la source de la tradition. Je sais. Je vous assure que Sa Majesté parle du lieu. C'est 2 lieux. Hein. Le premier, c'était là où on a jeté le corps. Le deuxième lieu, c'est chez le ministre. On n'a pas vu les chefs là dans la maison de la veuve. Quand on plaît dans nos familles, dès qu'il y a des plans, on table au tam-tam comme ça. Là, dans le monde part d'abord là et le deuil. Là où il y a eu le deuil. On a même vu l'archevêque de Yaoundé. Là-bas. On n'a pas vu un seul chef de la Lekki. C'est pour ça que je veux dire que ceux qui s'amusent, qui comprennent qu'ils vont prendre leur départ. Absolument. Parce que je crois qu'il y a de la blague dans ce que nous voyons là, depuis ces 2 sorties. Et quand bien même on peut laisser la maison de la veuve, on dit donc, bon, la Lekki, c'est combien d'arrondissements? Martinez est dans l'arrondissement de ça. On dit que tous, le tam-tam, à ça. Chef traditionnel, si vous voulez même élite, tous les bons bords de là-bas, ils partent donc, ils se réunissent. Et là, donc, je peux être d'accord avec la communication dont on passe à Magie parce que... La troisième, on doit attendre. Je vous ai dit quand même que il s'agit d'une communion. La troisième qui va réconcilier les deux premiers. Je vous ai dit que lorsqu'on parle de tradition, c'est la communion. Hein. C'est un peu comme vous allez à l'église, vous entendez la litanie des saints. Quand nous, on s'assoit dans la forêt la nuit, on évoque nos ancêtres, ils viennent. Je vous dis clairement. Ça veut dire que ceux qui veulent souvent faire le bémol là, quand on chante la litanie des saints à l'église, Santa là, ou bien tous les saints là, c'est la même chose dans notre tradition. Chacun doit pouvoir connaître l'arbre généalogique, comment il est né, il sort d'où. On appelle donc tous les ancêtres de Martinez. On appelle tous ceux qui sont dans la contrée là pour que, voici votre fils qui est couché. Nous sommes ici parce que nous voulons que la vérité sorte au grand jour. Nous sommes ici parce que nous voulons que notre fils, l'assassin de notre fils ne reste pas impuni.
Vous invoquez ces gens-là, ils viennent et ils vous écoutent. Ils ne peuvent pas écouter les 6 chefs qu'on a vus là. Ils peuvent rien écouter de ce que le ministre a invité là pour faire un peu du folklore que non, demander pardon. C'est la blague. Celui qui les a d'abord amenés au premier site, qui vient nous dire aussi qui les a invités d'abord au premier site. S'il peut bien nous dire que c'est le ministre qui les a invités au deuxième site pour dire que demander pardon, tous les soutiens indéfectibles, le président Biya n'en a plus besoin. Vraiment. Si c'est pas comme j'ai entendu parler, le président Biya n'a plus besoin de cet atalakou là, comme on dit au quartier. Le président Biya met calme là. Martinez Zoro l'appelait papa. Martinez Zoro disait qu'il lutte, qu'il accompagne le chef d'État dans la lutte contre la corruption. Martinez Zoro interpelle le chef d'État chaque fois pour dire que voilà les gens qui font ceci, mon père intervient. Quand il est calme, ça ne veut pas dire que non, tous les Camerounais l'aiment, parce que c'est les chefs là qui l'aiment beaucoup, plus que tous les Camerounais. Il se trouve que ils ont fauté à la base. On peut rectifier le tir. Et ceux qui nous écoutent dans la ligue qui est là-bas, les chefs traditionnels et les patriarches, tout le monde, vous êtes tellement nombreux. Ce que vous devez faire, c'est de vous réunir soit au petit matin, soit au grand soir, comme votre émission. Le grand soir, vous commencez à 18h, vous pouvez même finir à X heures. D'ailleurs, les vraies décisions se prennent à partir de minuit. À ce niveau-là, ils peuvent donc dire ce qu'ils veulent à leurs ancêtres. Pas besoin de faire un communiqué. Qu'est-ce que le communiqué vient faire ici? C'est la politique. Qu'est-ce que le communiqué vient faire ici? C'est le mariage, c'est quoi? Qu'est-ce que le tapis qu'ils avaient mis au sol là? Bon, c'était pour vous montrer quoi? Pour les gens ont plus peur que non. Quand la tradition est là, vraiment, il faut que les gens là vont mourir. Même les gens même qui ont commandé, quand ils regardent ça, ils rient. C'est pour ça que je vous ai dit que on sait déjà qui a invité les chefs au deuxième site. Quand les chefs nous disent qui les avait invités au premier site. Parce que je crois qu'il y a la récupération. Et après qu'ils réussissent à trouver parce que les gens là qui se positionnent comme on aura la vraie les négociateurs. Il y a les négociateurs qui se positionnent là, entre guillemets, qui veulent négocier pour aller arranger, pour aller voir telle ou telle chose. Toute personne qui va s'amuser avec l'âme de Martinez, suite d'un assassinat, ça dit qu'il est décédé d'un assassinat, toute personne qui va s'amuser prendra ses dépens. C'est moi qui vous le dis. Rosalie, je te prie de m'excuser en deux minutes seulement, même pas. Une seule. Une minute. Je vais vous dire que chez les Bassars, le chef traditionnel est différent du Mbombok. Absolument. Le Mbombok, lui, il cherche la paix. Il cherche là où il y a à aplanir les difficultés dans la société. Par exemple, le Mbombok est opposé que le sang coule. Si c'était chez les Bassars, les patriarches se réunissent pour chercher comment est-ce qu'il faut aplanir, comment est-ce qu'il faut empêcher que de tels cas ne se reproduisent plus. Mais c'est le chef traditionnel. Le chef traditionnel. C'est l'intermédiaire. L'auxiliaire. C'est l'auxiliaire de l'administration. Ce n'est pas un type du peuple. C'est l'auxiliaire de l'administration. Donc moi, ce que vous faites là, j'ai compris que c'est entre vous et l'administration, vous faites la même chose. Mais si on veut que les gens du pays, les patriarches veulent que le sang ne coule plus, ils ont le droit de rassembler les gens. On va faire les rites pour empêcher que de tels cas ne se reproduisent. D'accord. Bonsoir à tous. Vraiment, vous allez m'excuser, mais les chefs de la Léké viennent encore de tuer Martinez une fois de plus. Il était même préférable pour eux de prendre l'argent et de ne plus faire une deuxième sortie. Quelle honte. Vous attendez les résultats de quelle enquête? Vous avez déjà reçu les résultats des autres enquêtes dans les années passées? C'est mort tout ça. Bonsoir, le pays va mal et la mort de Martinez arrive comme un sacrifice pour un soulèvement à décrier à la malgouvernance et mettre à nu le groupuscule d'individus qui s'incarnent au pouvoir et croient que le Cameroun est leur village. C'est Amougou qui nous écrit depuis ça ce soir. Bonsoir madame. Ce qui vient de se passer vis-à-vis des chefs qui auraient même commis une erreur va pousser les sujets de ces chefs à leur manquer de respect et ceci nous fait croire que les chefs sont aux ordres. Comment les contraindre à s'excuser à Mondovision? Même pour protéger les sièges ministériels, on devrait les appeler à huis clos. Bref, les chefs sont à Yaoundé et les vrais sont figuratifs dans nos villages. C'est Francis depuis Bokito qui nous écrit ce soir. On va au Gabon. Bonsoir, le Cameroun est vraiment un enfer sur terre où vous n'aviez même pas le droit de pleurer votre mort. Plutôt, il faut remercier le guide suprême. Vraiment, je me demande si ces gens pensent qu'ils quitteront sur cette terre un jour. Voilà, bientôt 10 jours. La mort de Zogo sera comme les autres morts à cette allure.
Autre réaction enregistrée. Bonsoir le panel, je comprends pourquoi chez nous les étones on tape sur le chef. C'est quoi cette danse bafia? Qu'ils arrêtent de parler au nom des ressortissants de la Léquier, que désaffamer ces soi-disant chefs. C'est Denis qui nous écrit depuis Étoudi ce soir. Bonsoir Rosalie, pourquoi vous faites comme si vous ne comprenez pas que les premiers chefs ne se sont pas concertés avant d'aller poser cet acte, et puis la partie importante de cette communication était la décision de ramener le corps de Zogouanvong Meka, et c'est ça qui fait problème et qui amène les chefs supérieurs de reprendre les premiers chefs. Ils ont plus ou moins insulté plus ou moins la personne du chef de l'État. C'est Xavier de Bomono. Bonsoir à vous sur le plateau. Les comportements des chefs n'est pas digne de l'autorité traditionnelle détentrice d'une certaine autorité. Un chef brille par la pondération, la retenue, la mesure. Il était précipité de mener une telle action devant les caméras. Bonne émission, c'est Aristide Mebouf Mimbana qui nous écrit ce soir. Bonsoir et très bonne émission à tout votre panel. Vraiment, vous verrez que les assassins de Martinez Zogo ne seront jamais livrés à la justice camerounaise, car tous ceux-là qui sont en train d'aller chaque jour à Amplitude FM pour avoir les informations sont juste en train de se faire beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. Avec ces informations, et c'est devenu un très grand réseau du business. C'est Tommy depuis Bafoussam qui réagit. Ouais, madame, la tenue bleue et rose, symbole d'une beauté dont vous êtes le reflet. S'agissant... C'est vous aussi, vous entrez dans ce jeu. S'agissant du sujet, honte aux chefs qui ont théâtralisé la mort... Excusez, qui ont théâtralisé la mort de Martinez. Voyez-vous que le chef sur votre plateau ne veut pas accepter que la dernière sortie des chefs est politique? Pourquoi cette réunion se tient chez le ministre? Pourquoi disent-ils qu'ils continuent à soutenir le président? Ça fait très mal de voir ce type de récupération. Les chefs qui achètent ces postes, qui en réalité sont auxiliaires de l'administration pour le compte du RDPC. S'il vous plaît, madame, il y a de cela 2 semaines, des élèves de 15 ans ont assassiné leurs camarades sur le chemin de l'école. Tout de suite, le président Macron a fait une sortie pour soutenir les parents de ces enfants. Pourquoi Paul Biya ne s'adresse pas aux Camerounais pour dire que trop c'est trop et que justice sera faite? Vous dire toujours que le temps du président, le silence du président, Sa Majesté, allez regarder la rediffusion et vous allez vous faire une idée de vous-même. C'est regrettable votre manière de faire. Mon Dieu, quelle honte. C'est Paul depuis Ouagadougou qui nous écrit ce soir. Autre information, je vais aussi aider un tout petit peu ceux qui nous écrivent par message. Je suis Mbon. La chefferie traditionnelle n'existe pas chez les bêtis, ce sont les chefs de village nommés par l'administration. Chaque peuple a un patriarche choisi et oint par les chefs de famille de ce clan, appelé Zomloa. Voilà. Autre réaction, bonsoir. J'ose croire que les chefs sont lucides après ce rétropédalage. S'il s'avère que ces derniers ont reçu de l'argent, on ne rit pas avec le sang versé. Et j'aimerais savoir si ce sont les mêmes chefs qui étaient à Ebogo pour les rituels qui ont signé cette lettre. C'est Martin depuis un Kozoa. Oui, c'est les mêmes. Bonsoir, je suis désolé pour sa mort, nous aussi. Bonsoir sur le plateau. Les chefs traditionnels ont raté leur culte parce que ces choses ne se font pas en journée ni exposées devant les yeux de tout le monde. Ils ont tué Martinez pour la seconde fois. C'est Mozart qui nous écrit depuis Soa ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Merveilleuse émission, merci. Bonsoir le panel. N'attendons aucun résultat des enquêtes. Autre chose, on n'a pas besoin d'une coalition pour venger une âme. Une seule personne cachée peut faire quelque chose. Même les évêques ne se sont pas entendus. C'est François depuis Ndikinimeki
qui nous écrit. Autre réaction, bonsoir à vous. J'apprécie avec beaucoup de fierté les propos du grand frère Ndougou. C'est Marius depuis Essos à Yaoundé. Les chefs ont exprimé leur ras-le-bol. Géniale présentatrice. Je suis très content de l'émission. C'est Marius depuis Essos. Bonsoir. On va prendre deux derniers. Il dit un tour sur la troisième thématique. Un bonsoir Rosalie ainsi qu'à tout le panel. Moi, je suis étonné que vous êtes surpris par la diversion qui est une arme efficace de nos gouvernants pour faire taire des cas de ce genre. Que pouvons-nous attendre des élites de la Léki qui sont dans la mangeoire au sommet de l'État? Quand vous attaquez leur mentor, même si la sortie des chefs n'a pas été totalement bien organisée, mais elle a quand même une signification. Je vous assure que c'est des élites de ce département bien assis dans la mangeoire ne pouvait jamais laisser prospérer. Même quand bien même, ils seraient d'avis avec les leurs, partageant la même douleur. Donc, en conclusion, c'est la préservation de la mangeoire qui va faire taire l'affaire Zogo dans la Léki. Mais il faut qu'ils sachent que Zogo n'appartenait pas seulement à la Léki. Merci. C'est Georges depuis Fou qui nous écrit ce soir. Je suis chanceuse aujourd'hui, hein, la machine là, elle tourne. Bonsoir au panel. Combien de chefs y a-t-il dans la Léki? Combien étaient chez le ministre? Cela avait-il la caution des absents? C'est Alima qui pose la question. Rosalie, le premier groupe des chefs n'était pas le deuxième groupe. Oh, que si. On a seulement pris un, on a mis devant pour parler. C'est pratiquement le même. Il faut regarder les gens qui ont signé, c'est pratiquement le même. Oh, ouais. On a seulement augmenté un peu l'effectif. Soit le plateau, vraiment ceci nous montre comment ces chefs ne s'entendent pas, à la limite c'est honteux. Parler comme ça aux forces de sécurité et du chef de l'État, ces chefs pour moi ont perdu leur dignité. Le chef est un sage, celui qui parle avant de réfléchir et apolitique. Avant de réfléchir et apolitique. C'est Raphaël depuis Bafoussam. Je vais m'arrêter. Hein. Bonsoir Madame Rosalie, très bonne intervention de Monsieur Ndougou. C'est Sa Majesté Robert Mbala qui nous écrit ce soir. Madame, bon thème. Nous devons retenir que le président de la République était élu et doit toujours rendre compte au peuple qu'il a élu. Le temps du président de la République du Cameroun, comme certains le clament, un langage qui disparaît de notre vocabulaire. Le président de la République doit être esclave du peuple qu'il a placé, que cherchent ses chefs en politique. Ils n'ont rien à faire là-bas. Waouh. Je finis avec vous. Quand le politique met ses ensanglantés dans le rituel d'un kunkuma, une forme de trafic d'influence, a démontré l'infantilisation de ceux-ci, auxiliaires de l'administration. Et ceux-ci, voilà, de ceux-ci à courir vers la soupe. Un chef écoute, parle peu, et ce qui sort de sa bouche, même dans la colère, est sacré, au vu des actions à poser de manière discrète. C'est ma soeur Thomas. Je vais m'arrêter là, vous êtes très nombreux à réagir, mais je ne pourrais pas. On va s'accorder de 2 minutes chacun pour dire un mot sur les sénatoriales. Bien sûr, je reviendrai dans d'autres émissions avec cette thématique. Hein. C'est donc lancé. Désormais, on sait qui sera au sénatorial, qui n'ira pas. L'UPC qui signe son retour dans cette course, excusez-moi, je ne vais pas dire à la mangeoire, puisque on est censé ne pas manger là-bas, mais on mange quand même. L'UPC qui n'a pas de conseiller, mais qui va quand même concourir. Le FSNC, entre autres le MDR. Ils sont très nombreux de l'opposition à avoir décidé de concourir, malgré qu'on note quand même, là je démarre par vous honorable, une forte domination du RDPC dans toutes les communes du Cameroun. On a à peine 2 communes qui sont à l'opposition ou 3 au Cameroun. Mais on a beaucoup de partis politiques dits de l'opposition qui sont en course pour ces sénatoriales. C'est quoi le projet? Vous comptez sur quoi? Rosalie, j'étais ici, la dernière fois que j'ai été ici, je vous ai dit que l'UPC ira aux élections sénatoriales par respect de la Constitution, par respect de la légalité, par respect de sa place au Cameroun. Parce que certaines personnes de grands noms ne comprendraient pas que l'UPC n'aille pas aux élections, tout au moins quand on le lui permet.
Parce que aux dernières élections, on nous a empêchés d'aller aux élections. Nous voulions y aller, et on nous a empêchés d'y aller. Non, il ne va pas plaisir sans chance de possibilité de réussite. Non. Nous estimons que le chef de l'État, parce que moi je ne viens pas pour encenser les gens, le chef de l'État va comprendre qu'un Sénat, une assemblée du Sénat monocolore, ça ne fait pas l'honneur de notre pays dans la démocratie. Bon, je pense que aucun parti politique d'opposition, aucun autre parti politique en dehors du RDPC ne peut gagner les élections sénatoriales. Ils ont tout fait. Je vous ai dit ici que s'il présente un mouton, il va gagner. Donc, aucun autre parti politique ne peut gagner ces élections sénatoriales. Mais la loi a permis au chef de l'État de réguler un peu en nommant 30 sénateurs. Sinon, le RDPC était capable de gagner les 100 sénateurs et l'Assemblée serait... Donc vous espérez même être un peu nommé. Non, je pense qu'il y a des conseils municipaux qui sont des gens responsables, qui comprendront qu'il faut des gens, qu'il y a des gens qui ont besoin d'être là pour essayer d'aider le Sénat, d'aider le gouvernement à un certain nombre pour voter un certain nombre de lois, corriger un certain nombre de lois. Jean-Claude, oui. L'opposition bien représentée, UNDP, UPC, SDF, FDC, JDC, il y a même des partis qu'on ne connaît même pas, UCDI, ANDP, ça sont les habitués, PCRN, MDR, voilà ceux qui, UDC évidemment, FSNC, voilà donc les partis de l'opposition qui vont accompagner le RDPC dans cette course. Pour vous, ils ont une chance, des tractations possibles? Bon, disons que l'honorable a clairement dit qu'il compte sur la magnanimité du chef d'État qui va devoir nommer 30 sur les 100. Magnanimité. Parce qu'en réalité... c'est l'expression que... C'est l'expression utilisée, honorable. Parce qu'en réalité, on sait comment on fait pour élire les sénateurs. Il y a beaucoup de partis politiques qui, malheureusement, n'ont pratiquement aucune chance, si ce n'est compté justement sur les nominations du chef de l'État. Mais mon débat n'est pas à ce niveau. En réalité, je me suis toujours demandé quel était vraiment le rôle des sénateurs. C'est vrai que ce n'est pas ça le débat. Non, on aura l'occasion de revenir dessus. Je vous promets une place sur ce plateau-là. Je m'interroge. Quand on voit un peu comment ça se passe de ce côté-là, à chaque fois, on a l'impression que, excusez le thème, c'est un machin qui est là justement pour les récompenses. Et puis on est là, on applaudit et on s'est réparti le perdant qu'il faut. Donc, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire là-dessus, mais... C'est même l'objectif, on n'a pas beaucoup de temps, donc on ne dit pas grand-chose. Il y aura les mêmes et on va recommencer avec les mêmes. D'accord. Alors, Sire Ateban Doumou. Oui. À votre avis, le président va donner quelques places à quelques personnes pour un peu colorer je pense ce Sénat? Dans ce grand mouvement de ralliement de ce que vous appelez les partis d'opposition, en fait, je lis dans ce déploiement la vraie victoire du RDPC. Si ces gens-là ne croyaient pas en eux-mêmes et au système démocratique implémenté par le RDPC, ils ne seraient pas venus. Donc, ils viennent parce qu'ils sont convaincus qu'on peut les voter. Qu'on peut les voter. Parce qu'il n'y a qu'au sein du RDPC, d'ailleurs, que vous suivrez souvent des discours où, à l'intérieur du parti, des militants éminents contredisent, y compris les lignes dominantes arrêtées par la hiérarchie. C'est un signe d'ouverture. Je vous prendrai le cas de Saint-Éloi Bidon, qui est un familier de vos plateaux. Après, il a été viré. Moi, c'est ce qui lui est arrivé. Non. En fait, à un moment donné, ils sont nombreux. Et tous sont virés systématiquement. Bidon a été viré. Non, ils ne sont pas tous virés. Ils sont là. Ils ne sont pas tous virés. Ils sont là. Ils sont là. Donc moi je pense que le RDPC est un haut lieu de partage démocratique et les partis qui viennent participer à cette élection, c'est parce qu'ils ont une foi. Parce qu'ils peuvent être élus. Je les encourage pour ma part. D'accord. Et vous croyez qu'ils ont une chance? Je crois qu'ils ont beaucoup de chance. Ils ont beaucoup de chance. Le UCDI, ils ont beaucoup de chance. Vous savez, même dans les municipalités contrôlées entièrement par le RDPC, c'était également des arrangements démocratiques à l'intérieur du parti. Donc, non, c'est un environnement d'ouverture. Tout est possible. Je crois que beaucoup de gens pourraient sortir victorieux de ces élections. D'accord. Le JDC. C'était un jeune, je ne sais pas si lui-même il est docteur André-Marie Dibamou. Je le connais.
Non, je connais Tibamou. Très bien. Donc j'ai le droit de sourire. Oui, en fait. Donc Tibamou va être sénateur. Il n'est pas impossible. Il faut toujours rêver. Et quand on rêve, il faut dormir. Si vous ne dormez pas, vous ne pouvez pas rêver. D'accord. Donc, sa façon de rêver, c'est de dormir d'abord. C'est-à-dire d'aller d'abord là-bas. Il y a le FDC de mon ami qui est conseiller municipal à Montréal là-bas. Il est donc possible que le chef de l'État, qui lui a bien voulu, Emilien. Denis. Qui a bien voulu qu'on le dise de lui comme quelqu'un qui a mis en place. Il m'a dit dernièrement, je suis en train de courir pour les dossiers. Très bien. Donc il a mis en place toutes les institutions et que c'est très gênant aussi de voir que dans un parlement qui soit à majorité, le parti au pouvoir, mais sauf que ce sont ces 300 autres partis et poussières là qui continuent à blaguer. Il faut toujours qui va aller loin menace sa monture. À partir du moment où on dit élection municipale, il faut qu'on comprenne qu'à partir de là, il y a sa quelle autre élection, c'est des sénatoriales. Donc aujourd'hui, si au soir du 12, ils ne sont pas élus, qu'ils commencent à se préparer. Donc pour vous, ça peut être comme un exercice. Oui, qu'ils commencent à se préparer. Le fait ils sont 13, me semble-t-il, dans la liste sous réserve de la publication de l'ECAM, ils sont 13. Pour que dans 5 ans, on ait peut-être 20. Sinon, pourquoi ne pas jumeler le nombre de partis politiques? Pour moi, quand on est 300 partis, comme les associations de familiales, qu'est-ce qu'on fait avec tant de partis politiques? Donc, aujourd'hui, le président peut nommer, soit à l'UPC, soit dans les autres partis politiques. Vous vous souvenez aussi qu'au dernier sénatorial, dans l'Union Ekele, où la plupart de certains communes étaient contrôlés par le PCRN, ils ont voté le RDPC, ces conseillers municipaux-là. Qui vous dit que les conseillers municipaux du RDPC, qui peut-être sont entre guillemets, peut-être courroucés par un certain nombre de fonctionnements, ne peuvent pas voter les autres? Donc c'est pour ça que je veux dire que on ne peut pas rêver si on ne dort pas. Il faut d'abord déposer le dossier et aller en course. Le reste, on attend les résultats. On attend donc les résultats de ceux qui ont accepté de dormir pour rêver avoir une place dans le prochain Sénat du Cameroun. Ce sera le 12 mars et nous, on va accompagner de façon crescendo ces élections. On reviendra en parler ici de fond en comble. Et c'est sur cette note qu'on va mettre un terme à cette émission ce soir. Vous êtes candidat? Oui. Ah d'accord. Oui, je vais vous dire quelque chose. Je n'apprécie pas le terme de mon collègue là en face de moi. Monsieur Ndougou. On ne dort pas. L'UPC n'a jamais dormi. Jamais. L'UPC est réveillé. Sauf que la division là-bas, la division est causée par l'administration. Ne m'apprenez pas l'UPC. Que faites-vous pour que vous reveniez ensemble? Je connais plus l'UPC que le RDPC. Alors donc, je pense pour ma part qu'on ne dort pas. Nous n'avons jamais... Vous êtes réveillé? Oui, on est toujours réveillé. J'ai expliqué, vous n'étiez pas là ce jour-là. J'ai dit que nous irons aux élections par respect pour la Constitution, par respect pour la légalité, par respect pour notre position au Cameroun en tant que UP6. D'accord. Il n'y a pas de souci et nous sommes à vos côtés. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Que demain je vous reçoive sur ce plateau comme le sénateur Étienne Soman. Pourquoi pas avoir été député, Étienne Soman. Bien sûr, après avoir été député, bien entendu. Merci à vous quatre d'avoir éclairé de votre esprit et de votre intelligence le plateau du Grand Soir pour cette première livraison de la semaine. Merci à toute l'équipe technique, Jean-Martin Kelfak, Ben Valls, Célestin Tomo, et bien entendu la coordination reste signée, celle de Parfait ici. Respect, Monsieur Dieudonné Vin. On se retrouvera demain avec le même bonheur lorsqu'il sera 17h pour le deuxième numéro de votre émission Le Grand Soir. Mais nos émissions se poursuivent à 19h, le journal en langue de Shakespeare. C'est avec Hermine Ilouga à la présentation. Vous retrouverez à 20h le grand format du journal en français avec Théophile Vianney Bia. Quant à moi, on se dit à demain. En tout cas, restez sur Info Télévision. C'est ici que ça se passe. Au revoir.